Alors, je sais pas si vous le savez, mais j'ai plus de maison à Dubaï. T'as quitté Non. ta villa? Ouais, on a quitté la villa, ouais. Ah, ok. J'en avais un peu marre En fait, il y a ces maisons à Dubaï, elles sont magnifiques de l'extérieur, mais entre l'humidité, les champis dans les murs, les clims qui ont 30 ans, qui sont en résultat plein de poussière. En fait, j'ai passé l'année à être malade, donc j'en ai eu un peu marre. Et en fait, bah, moi j'ai plusieurs amoureuses qui ont chacune un appart, donc je me balade entre les trois. Tout Oui, simplement. tout simplement. Mais bon, il y a un moment, je me dis quand même, il faudrait que je reprenne quelque chose. Mais je sais pas dans quel quartier aller. Vous avez des suggestions pour moi? Bah, qu'est-ce que tu recherches? J'aimerais bien. Alors, déjà, j'hésite beaucoup entre appart et maison. Euh, je trouve que les deux ont. Disons que j'ai envie d'avoir une petite maison, 4 5 chambres, petite piscine, truc confortable, quoi. Ouais. Bah, C'est- celle que tu avais était plus que confortable. Mais c'est vrai que Mais, c'était plus traditionnel. mais trop grand. C'était gigantesque. J'ai découvert qu'en Ouais. fait, tu vois, quand on était assis dans le salon et qu'il y avait un mec dans la cuisine, il bougeait les lèvres et le son n'arrivait pas. Et en fait, j'ai découvert que vivre dans un hall d'aéroport, sur le papier, ça a l'air intelligent, mais en fait, Ouais, mais par contre, quand tu organises des dîners et pour tout, les fêtes, ouais. c'est sympa. C'était super, les événements, Ouais, mais ça rend bon, je bien. peux prendre un bureau et enfin, j'aurais pu en faire un bureau en fait, tu vois, ça aurait été Ouais. plus intelligent. Bah, J'ai envie d'un truc cosy, quoi. tu l'utilisais un peu comme business aussi, non? Ouais, ouais. Mais Tu- il y avait les enfants, tout, tu vois, c'était pas terrible. Enfin, encore une fois, c'est que ça va dépendre vraiment de ce que tu cherches, tu vois. Déjà, est-ce que à l'achat ou à la location? Parce que je pense que il y a des quartiers qui sont très bien que tu peux viser qu'à la location, parce que Ouais. c'est réservé aux membres du GCC. Et après aussi, il y a le format appartement où tu as des très belles résidences, encore une fois. Donc on Mais peut pas acheter où on veut à Dubaï. alors, Bah, dans la majorité des cas, oui. Mais il y a des quartiers qui sont réservés aux membres du GCC. Encore. Toute la partie de Jumeirah, etc. Bah là où tu étais, toi, ta villa, tu peux pas Ouais. acheter ça. Ça, c'est réservé aux membres du GCC. T'as loué combien de temps là-bas? 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. moi, je te dirais Jumeirah Islands. Il y a des villas pas mal. Surtout qui Jumeirah, sont, c'est ouais, où, qui Jumeirah sont. Island? Jumeirah Islands, c'est à côté de JLT, à côté de Jumeirah Ah Lake oui. Towers. C'est entre Emirates Hills et JLT. Et Ouais. là, pour le coup, il y a des maisons qui sont entièrement refaites, etc. Le Ok. MEP, tout est refait, les clims. Et là, tu peux acheter. Et là, tu peux acheter. C'est un super quartier. C'est un quartier qui est... Le pourcentage achetable, pas achetable à Dubaï sur la gamme. Non, je dirais honnêtement, peut-être 70-30. Ouais, 70-30. Et vous pensez que les 30% qui sont pas achetables vont être achetables ou pas? Non, Jamais? non, Ah, toi, t'en es persuadé. persuadé, Ah, c'est intéressant. persuadé. Toi? Écoute, Dubaï est plein de surprises, donc Il faudrait lancer un pari sur Polymarket. Non, Ouais, mais je pense qu'il y a- les quartiers comme Jumeirah, Sukim, etc., historiquement, c'est le quartier UP des locaux, etc. Euh, En fait, il y a la possibilité d'acheter à travers une fondation. Mhm. Et il faut faire une donation assez conséquente. Une donation. Une donation, donc en fait, on investit dans la fondation, on met de l'argent, on investit dans Dubaï, techniquement. Donc c'est une fondation qui a pour le but d'améliorer Dubaï, etc. Ça D'accord. peut aller très haut. Moi, je connais des Libanais qui l'ont fait, mais c'était 50 millions de dirhams à investir. Donc, tu payes 50 millions de dirhams et après, tu as le droit d'acheter ta maison. Et après, tu as le droit d'acheter ta maison. Donc ça Mais les inclut- 50 millions, Voilà, exactement. Exactement. c'est pour le peuple. Voilà. en plus, comme c'est réservé au GCC, ça doit pas, la valeur, elle ne doit pas exploser parce qu'il n'y a pas tant d'acheteurs que ça. Ou- Bah si, historiquement, quand Si. même, là, ces dernières années, ça a quand même bien augmenté. D'accord. Donc, même le prix de l'immobilier pour les Émiratis, il explose. Oui, absolument. Et ça leur pose des problèmes, ça, ou ils sont contents? Honnêtement, je pense que les locaux qui ont des terrains là-bas Ah, ils sont contents, ouais. sont déjà, on va dire, sont déjà assez aisés. Ok. Parce que voilà, en fait, les locaux ici, enfin surtout quand ils se marient, le gouvernement leur donne du terrain pour bâtir. Mais anciennement, enfin les grandes familles, etc., on leur donnait des terrains. Donc il y en a qui ont construit leur villa à eux, donc des grosses villas, etc. Et puis il y en a qui développent des compounds pour les Européens, enfin pour les Pour gens louer, non GCC, quoi, pour avoir des locataires.
Donc ça se fait beaucoup. Ok, intéressant. Donc pour répondre à ta question, le choix est assez large. Ouais. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu as repensé ou pas? Comment, justement, vous qui accompagnez plein de gens qui viennent d'un peu partout, euh, quand on est à l'extérieur, Dubaï, c'est 3 quartiers. C'est-à-dire que moi, je me souviens, avant de venir la première fois à Dubaï, je croyais vraiment que Dubaï avait que 3 quartiers. C'était à Downtown, un peu la plage Et Marina. et Marina. Ouais. C'est genre La Palme et Marina. Après, tu découvres qu'en fait, il y a plein de quartiers. Est-ce que vous faites genre des visites découvertes, des tours guides, ou vous vous adressez à des gens qui plutôt connaissent un peu? Bah, écoute, on a déjà fait, oui, évidemment, on a déjà fait découvrir un peu à certains clients. Après, je te dirais que notre cœur de métier, c'est la stratégie d'investissement immobilier. Donc, c'est vrai qu'on accompagne quand même des personnes à s'installer, à acheter leur résidence secondaire, voire primaire. Ça Mais arrive, même en hein. tant qu'investisseur, t'as pas envie de te projeter un peu Bah, Bah, j'ai envie de te dire que ça, c'est la map. Tu regardes la map, t'as pas, enfin, c'est ce qu'on dit à beaucoup d'investisseurs, c'est que ce qu'ils vont penser d'un endroit en y allant en personne, c'est assez subjectif. Ah ouais. ouais, franchement, par exemple, on va prendre l'exemple de Dubai Land, qui est aujourd'hui, franchement, qui est pas du tout développé. C'est Par où? contre, Dubai Land, c'est en face de Silicon Oasis, Ok. pas loin de Arabian Ranches et tout. Donc c'est un peu Mm. excentré. Ça a beaucoup de potentiel. Il y a plein de projets. C'est une zone qui est un peu hot en ce moment parce qu'il y a beaucoup de lancements, etc. C'est une zone qui va être bien développée avec des projets tout neufs, etc. Ça a beaucoup de potentiel. Mais si on y va aujourd'hui, franchement, on se dit mais comment quoi? Et voilà. Ça, c'était toujours l'histoire de Dubaï, c'est qu'il faut vraiment avoir cet aspect visionnaire de se dire là, il y a du sable, mais demain, il y aura une communauté. T'achètes du sable en espérant que ça devienne une communauté. Voilà, et ça c'est depuis le début. Enfin, en prenant le cas de Dubai Marina, le premier quartier qui a été développé pour les internationaux, etc., c'est pour moi qui étais ici, les gens se disaient mais qui va aller habiter à Dubai Marina? C'est le bout du monde, c'est le bout de la ville. Enfin, Ouais, alors qu'aujourd'hui, c'est le centre. c'est le centre. C'est le Un centre. des centres. Voilà, c'est un des centres. Et même une autre communauté comme Dubai Hills. Dubai Hills, c'était au bord d'une autoroute et c'était un terrain vague, quoi. Aujourd'hui, Et, c'est la communauté la plus en vue démarre. Et c'est là où tu as toutes enfin, des énormes infrastructures étrangères, type King's College, des grandes écoles internationales. C'est un des quartiers les plus appréciés pour les résidents, un des quartiers qui a le plus pris. Mais ça, pour le coup, c'est une des forces de Emar. On peut en reparler un petit peu, mais en Emar, tu les vois partout. C'est vraiment les experts en création de centres d'intérêt de quartier. Ils se sont quasiment jamais ratés. Voilà. C'est assez Ils simple. se sont jamais ratés. Ils ont fait, c'est eux qui ont fait Downtown, c'est ceux qui ont fait du coup Marina, Dubai Hills, Arabian Ranches. Ils sont en train de développer toute la partie nord avec Mina Rashid, anciennement Port Rashid, qui va être voué à être la future Marina de Dubaï. Enfin, ils ont aussi fait MR South, du futur plus grand aéroport du monde, Et à Marble Maktoum. Beachfront. Ils sont vraiment, en MR fait, Beachfront, exactement. MR Beachfront, évidemment. Mais ils sont extrêmement visionnaires. Et à chaque fois qu'ils ont entrepris un terrain, ça s'est transformé en énorme succès. C'est une vraie fierté hein, pour le pays. Hein. Emar, évidemment, they proved everybody's Et wrong. donc Emar, c'est un promoteur immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas, Tout à fait. qui en fait carrément construit des quartiers. Tout à fait. Eux, en fait, pour te dire, faut faire la distinction, c'est que tu as les développeurs, ça, il y en a une multitude, et puis il y a les master développeurs. Je te dirais que Emar, du coup, a la casquette de master développeur, parce que même s'ils lancent, bon, évidemment, ils construisent extrêmement bien des tours, voilà, à l'échelle d'une tour, mais eux, leur corps de métier, c'est vraiment la construction, le développement de centres d'intérêt et de quartiers. Voilà. Donc, mais Emar, tu les vois partout, hein, tu te balades, ils sont évidemment partout. C'est eux qui ont également permis d'achever le Burj Khalifa. Le Dubai Mall. Et j'ai envie de te dire que si on parle maintenant du Burj Khalifa et de Downtown, je trouve que ça montre aussi un petit peu leur ingénierie, leur ingéniosité, pardon, dans le sens où à l'époque, quand ils avaient quand ils avaient commencé à développer Downtown, et quand ils avaient commencé à développer le Burj Khalifa, quand le Burj Khalifa a été livré, il n'y avait rien autour. Il y avait un bout du Dubai Mall et c'est tout, quoi. Et en fait, ils ont construit autour de ce centre d'intérêt. Et ça a cartonné. Même à l'époque, ils se sont dit, les gens se disaient, mais enfin, qui a envie d'habiter à côté d'un gratte-ciel comme ça ils s'en foutent. Puis au final, aujourd'hui, c'est devenu le quartier emblématique. Ils ont réussi à construire un Manhattan en l'espace de 20 ans.
ce que New York a mis à faire en plus de 100 ans, tu vois. Mais vu comme ça, oui. Ouais, c'est une vraie force. Après, simplement pour terminer sur la partie localisation, hein, alors peut-être que, on va dire, en général, ça ne nous arrive pas si souvent que ça d'aller faire, comme tu dis, un tour découverte. Néanmoins, à chaque moment, à chaque début de collaboration avec un nouvel investisseur, la toute première étape avant de parler de projet, avant de parler d'investissement, etc., on s'assoit et on prend la carte de Dubaï et on part pendant 1 heure d'éducation sur la carte de Dubaï. Évidemment, dans un investissement immobilier, la localisation, elle est clé. Hein, ça, c'est quelque chose enfin, je pense à l'échelle de la planète, hein, où que tu sois, c'est la localisation, location is key. Là, en l'occurrence, nous, du coup, on passe vraiment cette partie éducationnelle sur la map afin que les gens comprennent déjà ce qui s'est passé dans le passé, comprennent ce qui est en train de se passer et vers quoi on se dirige. Enfin, donc, ça, tour découverte en personne, ça peut arriver, évidemment. On a des investisseurs plus curieux que d'autres. Après, je te dirais que, encore une fois, ce qu'ils pensent de quartier en le voyant en personne, c'est assez subjectif. Ouais. Mais par contre, sur la map, maîtriser la map, savoir quoi est quoi, où est-ce qu'on se dirige, quoi représente quoi, quels ont été les vrais succès, les échecs ou du moins les succès qui n'ont pas été les succès qu'ils étaient censés. Il y a des quartiers qui ont été ratés à Dubaï ou pas? Il y en a quelques-uns. Comme la mer, par exemple. Il n'y a pas eu d'échecs flagrants encore, à part peut-être. Il y a eu des quartiers où pendant la crise qui sont été complètement gelés. Après, on parle de projets un petit peu plus massifs, hein, par exemple le World Island, etc. Ça, c'est des quartiers qui ont été. C'est encore autre chose. C'est autre chose, ouais. Mais oui, il y a des quartiers qui ont été, on va dire, un peu ralentis, qui n'ont pas été vraiment les succès qu'ils devaient être. Mais c'est pas si, il y en a pas si. Il y en a pas beaucoup. Je dirais un des quartiers, mais bon après ils ont repris le projet, c'était Dubai Maritime City, qui pendant plus de 10 ans était complètement gelé parce qu'il y avait un litige entre le master developer du coup qui a développé Maritime City et les promoteurs qui avaient des terrains pour construire parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'infrastructure, etc. Donc ça a été repris maintenant. Il y a plein de projets qui sont lancés là-bas. Ça va être une zone franchement très huppée et tout, en bord de mer. C'est absolument génial. Après, je dirais Sport City. Donc oui, il y a le stade de cricket où il y a toujours les Coupes du Monde, les Coupes, etc. Mais les projets qui ont été livrés là-bas, franchement, un peu catastrophiques. Un peu catastrophiques. Maintenant, sur les terrains qui restent, les projets ont plus d'envergure, sont plus qualitatifs, etc. Mais sinon, même au sein de la zone, l'infrastructure, on le voit avec les routes, etc., comment c'est entretenu, c'est pas ça. Mais honnêtement, il y en a très peu à Dubaï. Et souvent, quand moi je parle d'immobilier à Dubaï avec des gens en France, ce format extrêmement particulier de la ville où on achète sur plan et on est livré à une certaine date, la peur qui revient tout le temps, c'est toujours de me dire « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas livré ?» Ça, c'est plus possible. Ouais. C'est plus possible. Alors, c'est vrai qu'il y a une image qui, malheureusement, colle un peu à la peau de Dubaï, qui était, on va dire, pré-crise 2008, où le marché était très peu régulé, voire pas régulé. C'est-à-dire que tu t'investissais sur un projet, le développeur, on ne savait même pas si vraiment il était propriétaire du terrain. Il y avait un peu, une configuration qui était du coup extrêmement instable. Et puis quand la crise de 2008 est arrivée, tu as plus de 52% des projets qui se sont arrêtés, voire qui n'ont jamais repris. Hein. Les promoteurs qui partaient avec la caisse. Enfin, ça a été, et ça malheureusement, c'est un peu une image qui est restée collée à la peau de Dubaï. Mais bon, pourtant, comme je pense qu'on l'avait pas mal de fois énuméré, Dubaï apprend beaucoup de ses erreurs. Et quand même, l'immobilier reste un pilier important de l'économie de Dubaï. Hein. Je crois que près de 20% de l'économie globale repose sur l'immobilier, donc c'est quand même une métrique assez importante. Et du coup, ils ont souhaité que ça ne se repasse jamais. Après la crise, ça a énormément impacté Dubaï, son image, etc. Et c'est pour ça qu'après la crise, ils ont créé en fait ce qu'on appelle la RERA, qui est un des deux grands organismes immobiliers. Tu as la DLD, donc le Dubai Land Department, et la RERA, qui sont les deux gros organismes qui régissent vraiment toutes les relations immobilières de la ville. D'accord ? Et en fait, ce qui est venu avec la création de la RERA, ça a été la mise en place d'escrow account. De compte séquestre. De compte séquestre, exactement. En fait, qu'est-ce que c'était que cette mise en place de compte séquestre ? C'était que tout simplement, le développeur, quand il souhaitait lancer un projet, il devait
être entre guillemets indépendant des finances des investisseurs et devoir mettre sur un compte séquestre, donc un compte dédié au projet, une certaine, même une majeure partie des finances pour faire le projet. D'accord ? Donc en général, c'est minimum 50%. Donc à partir du moment où tu as un promoteur qui met 50% du coût total de la construction sur un compte séquestre, et auquel il ne peut pas toucher selon certains milestones qui étaient mis en place. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Alors il peut toujours, encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, il peut toujours y avoir des cas vraiment exceptionnels où peut-être un promoteur vraiment fait faillite pour des raisons un peu exceptionnelles. Mais en général, même dans les cas de figure où ça s'est passé, en général, les projets ont été repris. Les investisseurs qui avaient initialement investi dans le projet ont été indemnisés du coup via le compte séquestre qui avait été mis en place. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un peu une crainte un peu infondée qui repose sur, on va dire, un historique passé qui n'est plus du tout d'actualité. La seule chose qui peut se passer vraiment de problématique, c'est si, par exemple, ici, il y a des promoteurs qui sont leurs propres constructeurs et il y en a qui sous-traitent la partie construction, d'accord, à ce qu'on appelle des contractors. Si jamais il y a un litige entre le promoteur et le contracteur, tu peux être pris en otage, quoi. Voilà, et là ça peut durer, c'est ça qui peut faire retarder les projets, etc. On va dire à des durées peut-être indéfinies. Mais franchement, c'est rare. Par exemple, j'ai un très bon ami de ma mère qui était le chef de chantier pour le musée du futur. Et le musée du futur, il y a eu un litige entre le constructeur et la société qui a créé le musée du futur. Et du coup, ça a pris le double du temps pour le terminer à cause de ce litige. Et Alors que c'est un projet gouvernemental. Exactement. Et franchement, c'était quelque chose assez sérieux. D'habitude, ça se passe quand le promoteur n'est pas d'accord avec la manière dont va être construit le projet par le contractor. Et du coup, ça peut créer des problèmes. Mais sinon, à part ça, c'est plus vraiment possible. Et puis de toute manière, si jamais ça se passe, déjà, le promoteur en question ne peut plus lancer de nouveaux projets et il est limite blacklisté. Ouais, il est blacklisté. Voilà. Donc pour te dire, la majorité, la plus grosse crainte que peuvent avoir aujourd'hui des investisseurs étrangers, c'est simplement que le projet soit retardé. Non, et puis surtout, Dubaï, comme on l'a mentionné plusieurs fois, fait extrêmement attention à son image. Et du coup, eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est rassurer les investisseurs pour qu'il y en ait le plus possible. Et du coup, des situations comme ça, ça met pas en valeur la sécurité de l'investissement à Dubaï. Ils sont extrêmement stricts là-dessus. Évidemment, encore une fois, c'est un peu, le modèle principal de Dubaï, ça repose beaucoup sur son image, comme Benjamin l'a dit. Donc c'est sûr que sur un pilier aussi important de l'économie qu'est l'immobilier, ils sont de plus en plus stricts. Même par exemple, ils donnent de moins en moins de permis de construire, malgré ce qu'on peut penser avec le nombre de lancements, etc. Sachez que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire. Les promoteurs qui ne respectent pas vraiment certaines chartes, honnêtement, ils sont blacklistés, voire ils ne peuvent jamais lancer de projet. Ils ont vraiment mis, depuis 2008, tout un tas de réglementations pour vraiment sécuriser les investisseurs. Voilà. Ah, vous êtes là. Elle vous plaît cette vidéo ? Comme vous avez pu le voir, nos amis d'Investar sont hyper calés. Et après qu'on ait fait cette vidéo, ils ont eu une petite idée, un petit cadeau pour vous. Alors j'interromps 1 minute pour vous dire qu'en description, vous pouvez prendre un appel avec eux ou aller boire un café avec eux à Dubaï si vous voulez parler immobilier, stratégie, etc. Voilà, petit cadeau de la maison. Allez, on reprend la vidéo. Donc toi, ça fait 6 ans que tu es à Dubaï ? Tout à fait, ouais. Ouais. Toi, tu es là depuis forever, c'est ça ? Depuis le début des années 90. Depuis le début des années 90. Tu restes toujours aussi optimiste sur Dubaï après autant d'années ou Encore plus. Encore plus. Encore plus. Parce que dans les années 90, c'est vrai que ça commençait à prendre. Ensuite, après, il y a eu la période pré-crise, donc 2000 à 2008, où il y a vraiment eu un boom économique, folie, ouais. etc., où il y a eu beaucoup
de nouveaux quartiers qui ont été construits, etc. Ça a ramené beaucoup de monde et tout. Mais je trouve qu'il n'y avait pas les plans de directives qu'il y a aujourd'hui. Genre les plans économiques qu'ils lancent sur l'infrastructure, Sur l'économie en général. sur toute l'économie en général, exactement. Franchement, aujourd'hui, il y a plus de directives, les objectifs sont plus clairs, ils mettent vraiment les moyens. Enfin, il y a aussi toute une ouverture sur les législations, les visas, les golden visas, etc. C'est plus facile de s'installer à Dubaï. Avant, c'était plus compliqué. Même pour les entreprises, si on voulait avoir son entreprise, on était obligé d'avoir un agent local qui devait représenter 50% de la société. Donc du coup, c'était un peu risqué parce qu'on se disait, qu'est-ce qui se passe si jamais le partenaire local qu'on a nous fait des problèmes, etc., nous réclame de l'argent et tout. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on peut avoir sa société à 100%. C'est... Même avec l'établissement des Golden Visa. Avant, un peu la configuration de Dubaï, c'était entre guillemets une ville de passage. Puis aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Maintenant, le pays fait en sorte que les gens restent. Et je pense que les Golden Visa de 10 ans sont très représentatifs de ça. Ils sont de plus en plus faciles à obtenir d'ailleurs. Parce qu'avant, je crois qu'il fallait avoir investi plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, maintenant, c'est descendu à 2 millions de dirhams, donc 500 000 euros. C'est très facilement accessible. Comparé aux États-Unis, par exemple, pour l'avoir, c'est 5 millions de dollars. Non, Il y a un monde. Quand on regarde aussi les problèmes socio-économiques qu'on peut avoir en Europe, aux États-Unis, etc., excusez-moi du terme, c'est le bordel, quoi. Il n'y a rien qui va, etc. Les gens s'obstinent à trouver des solutions où il n'y a aucune solution parce que personne n'arrive à se mettre d'accord, etc. La dette qui n'arrête pas d'augmenter. Ils n'arrêtent pas d'imprimer d'argent, etc. et tout. Le PIB des pays n'arrive pas à recouvrir même une partie de cette dette, etc. Donc c'est très très mal géré. Alors qu'ici, le pays il est géré comme une entreprise. Il y a tous les services publics font de l'argent, etc. Deviennent cotés en bourse. Donc il y a vraiment de plus en plus de gens qui veulent s'installer à Dubaï. Il y a de plus en plus de millionnaires qui viennent s'installer à Dubaï. D'ailleurs, le fondateur de Revolut vient de s'installer ici. Il vient d'annoncer qu'il s'installe. Oui, oui. Ça fait 3 ans qu'il est là, discreto. Ça a fini par coming out. Non, mais c'est sûr que c'est un pays qui est beaucoup plus adapté à l'homme moderne. Moi, j'aime bien dire que malheureusement, j'adore la France, mais j'adore la France, j'adore l'Europe, voilà. Mais c'est vrai qu'on est sur des systèmes, on vit en fait dans des systèmes où on subit un petit peu en fait l'évolution de lois d'anciens temps qui n'ont plus rien à voir en fait avec le fonctionnement moderne. Et en fin de compte, pour que ça puisse bien fonctionner, en fait, il faudrait tout recommencer, quoi. Et tu rentres pas en France pour la sécurité sociale? Pas vraiment. J'ai la chance de ne pas être souvent malade, donc ça va. J'ai pas trop dû embêter le gouvernement français. Et imaginons que tu es très malade, tu rentres en France? Non. Ouais. Franchement, si on parle de santé, moi, le système de santé ici, je le trouve mais exceptionnel. Voire, j'avais vraiment jamais dit ça. Le système de santé français se voulait être un des meilleurs au monde apparemment, sur le papier. Je ne suis pas vraiment d'accord. Aux États-Unis, même quand tu es extrêmement bien assuré, honnêtement, ils te laissent crever au coin de la rue, où ils te donnent même quand tu as des rendez-vous d'urgence, tu as besoin d'hospitalisation urgente et ils te donnent des rendez-vous dans 3 semaines. Moi, voilà, j'ai des membres de ma famille qui sont basés aux États-Unis, qui ont des gros problèmes de santé. Maintenant, depuis 2 ans, je les fais venir à Dubaï. Et honnêtement, je suis en train de le vivre en ce moment. J'ai été vraiment surpris, positivement surpris, vraiment du niveau, en fait déjà pas seulement de professionnalisme, mais d'humanité également au sein des hôpitaux. J'ai une personne de la famille qui est hospitalisée au King's College Hospital toute la journée, c'est-à-dire qu'il y avait des choses. Et ils communiquaient entre eux, il y avait un aspect humain dans ce genre de moment assez difficile où aux États-Unis, ils la regardaient et puis c'était blank, quoi. Ils s'en fichaient complètement, quoi. Tu vois, les gens, c'est des moments qui sont assez durs quand même, assez émotionnels. Et en fait, ils s'en foutent royalement. Ici, tu rentres dans une salle, ils s'occupent de toi, ils ont l'impression vraiment qu'ils en ont quelque chose à faire, en fait. Tu vois. Moi, j'étais aux urgences l'année dernière pour un problème de rein.
La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est qui contacter. Parce que j'ai été tout seul. J'ai fait une crise dans la nuit, j'ai été prendre un taxi. Je suis arrivé en rampant à l'hôpital en disant s'il vous plaît, aidez-moi. Et la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est qui contacter. Donc, j'ai donné le numéro et ils ont envoyé un SMS toutes les heures pour expliquer ce qui m'arrivait. C'est dingue. Ouais, non, c'est Et fort. la dernière fois que j'étais hospitalisé en France, je ne sais plus comment s'appelle cet hôpital à côté de Notre-Dame, ils m'ont oublié dans un couloir pendant 8 heures. Ouais, c'est En ça. plus attaché parce que je... On arrive, c'est on fort. arrive au service d'urgence en France, on attend 3 heures. Ah, minimum. Si te trouve quelqu'un. Il n'y a pas assez de médecins. Et c'est pas vraiment que le problème français. Encore une fois, aux États-Unis, je trouve que c'est encore pire parce que ils disent aux États-Unis, ils disent ouais, mais c'est parce que vous n'êtes pas assuré. Non, crois-moi, même quand tu es assuré aux États-Unis, que tu payes une fortune, rien à faire. La grosse ironie, pour revenir juste simplement sur ça, la personne de ma famille avait besoin de faire une biopsie. Ok, donc truc assez courant entre guillemets. Et selon le résultat de la biopsie, ils allaient dire bon bah faut que vous commenciez, si c'est ça, faut que vous commenciez la radiothérapie tout de suite. Bon, par contre, la biopsie, on vous prend dans 3 semaines. Ouais. Voilà. Et alors là, du coup, ce qui s'est passé, ça s'est passé pour moi il y a 2 jours, je fais venir la personne de ma famille ici à Dubaï. Le lendemain, tu avais tout qui était enchaîné au King's College. La biopsie, elle s'est passée dans les 24 heures. Ça, j'ai envie de dire, c'est loin d'être la plus grosse force de Dubaï, mais c'en est une. Oui, Et après c'est vrai que le système de santé ici n'est pas gratuit. Il Évidemment. faut être bien assuré. Attention, Rachid Hospital est gratuit. Je n'étais pas Oui. assuré. Rachid, été. il y a Il y a un certains hôpital hôpitaux gratuit. publics, mais sinon le service privé ici, le Ouais. nombre de cliniques et d'hôpitaux qu'il y a et le niveau de service, franchement. Puis les assurances sont pas chères parce que j'ai découvert les assurances de santé, c'est par rapport à 70% de ton salaire. Ouais. Je veux dire, C'est moins cher Ouais. qu'aux États-Unis. Voilà, ça c'est. ouais, mais c'est moins cher qu'en France. Hmm. En France, les gens comparent à la mutuelle, mais tu dois comparer au fait que tu payes 70% de charges sociales. Parce que c'est ça, normalement, le prix de la Sécu. Ouais. Enfin, dès que tu commences à gagner plus... Là j'ai pris une assurance genre de malade, je paye 500 € par mois pour moi et toute ma famille. Donc, tu vois, et ces gens, on a pris l'offre la plus premium. Ouais. C'est assez fou, en fait. Et vous avez des enfants, vous? Je me souviens plus. Pas Non. d'enfant, pas encore. Non, pas encore. Ouais. Parce qu'un autre truc, moi, qui m'hallucine d'avoir vu ça, c'est L'éducation. ouais, le système scolaire. Ça, c'est un autre super exemple. Non, mais tu as tout à fait raison. T'as tellement envie de retourner à l'école, quoi. Ils sont en train de te formater des machines de guerre. Je trouve que le système scolaire, il est aussi assez représentatif de la mentalité parce que, bon, et puis bon, Benjamin qui a fait tout le cursus scolaire ici pour attendre. Pour dire, même si Tu je étais pense à l'école française ici? Alors, j'ai fait 2 ans à l'école française qui, à l'époque, était à Sharjah. Il n'y en avait pas à Dubaï. Ah ouais, Donc, petite stat quand même, à l'époque, ok, il n'y en avait pas à Dubaï. Aujourd'hui, tu as plus de 200 écoles privées qui sont, on va dire, au niveau international, quoi. Sur le système britannique, français, américain. il y a même l'école danoise qui est ouverte à Dubaï. ouais, il y a école suisse, école allemande. Franchement, il y a le choix pour tout. Donc moi, mes parents, ils ont décidé de me retirer du système français parce que franchement, c'était laborieux la manière dont ils géraient l'école, etc. Et puis en plus, c'était loin. Et du coup, ils m'ont mis dans T'allais avec un chameau ou bus, mais c'était 1h30 Et tu voyais tous les les chameaux matins. sur le chemin? Ouais, enfin Parce qu'à l'époque, il pratiquement, devait y ouais, avoir, ouais. pas Sur grand-chose, l'autoroute de Dubaï à Sharjah, c'était vide. Aujourd'hui, il y a plein de tours, etc. Mais à l'époque, c'était complètement vide. Et du coup, ils m'ont mis dans le système d'abord international et ensuite américain. Ok. Mais en fait, ici, on a vraiment le choix du type de scolarité qu'on veut pour ses enfants. Ouais. D'accord. Je disais l'école danoise parce que la blague que je faisais souvent, c'est que je disais que le seul endroit où je me verrais avoir mes enfants en dehors de Dubaï, c'est le Danemark parce qu'ils ont un truc qui s'appelle l'école de la forêt qui me fait rêver pour mes enfants. C'est en fait de 0 à 6 ans, il n'y a pas d'école. Et ils mettent les gamins dans la forêt toute la journée. Et ils n'ont rien d'autre à foutre que d'être dans la forêt. Et, Original. et en fait, ça a un impact incroyable sur le développement parce qu'ils passent leur journée à grimper aux arbres, à faire du travail, à couper des branches, machin. Et en termes de développement, motricité, etc., c'est assez fou. Le Danemark a les meilleurs résultats au monde en épanouissement scolaire des enfants et tout. Et donc, je faisais souvent la blague que c'est la seule raison qui me ferait payer 40% d'impôts au Danemark. C'est qu'à un moment, je me disais, peut-être 6 ans de sacrifice pour les enfants et tout. Et ils ont ouvert l'école danoise de Dubaï. Avec un bout de forêt, des arbres. Non, c'est pas vrai. Si, ils ont fait un parc et tout.
Ils ont planté des arbres, ils ont fait une petite ferme, comme l'école de la forêt danoise. L'alignement parfait. Danemark Ouais. plus Dubaï. Exactement, tu vois. Non, mais c'est incroyable cette capacité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit, tiens, il y a une demande, je vais aller chercher des gens, des compétences, je vais les amener ici. C'est quand même fou, quoi. J'allais dire que le système même duquel il est pensé scolaire, enfin, est vraiment, encore une fois, fait pour formater Mm. à être l'homme moderne, en fait, si tu veux. Ben, tu sais qu'ici, à l'école, ils enseignent, je te parle même pas d'université, hein, je te parle à Ouais, la l'école, première, primaire, etc. Ils enseignent la robotique, ouais, je le sais. codage. Ils parlent déjà 3 langues à l'âge de 5 ans. Enfin, c'est vraiment des choses, ils essayent vraiment de te formater en fait, à être en tout terrain pour le monde Ouais. actuel, quoi. Et sans parler aussi des activités extrascolaires, le théâtre, la musique, Mhm. le sport. Bah, en fait, c'est assez simple. L'art. Les écoles privées sont aujourd'hui considérées un peu comme au niveau d'université. Tu vois, Ouais, c'est les les niveaux de- campus, la plupart, c'est les campus Mhm. universitaires. Ouais. Donc oui, ça coûte cher, mais t'en as pour ton argent. Voilà. Ouais. Toi, qui as grandi ici, il me semble qu'à un moment, tu as fait un passage en France. C'est là où tu as rencontré Alexandre, monsieur, ouais. ouais. Tu as eu parce que quand même, Dubaï, on est dans une bulle. Mhm. Non, mais moi, je ressens de plus en plus. Même moi, je le ressens, où je me sens agressé maintenant quand je sors de Dubaï. Alors qu'avant, ça me vient. Jamais ça me serait venu à l'idée de me dire ah, les gens sont agressifs. Maintenant, je me dis putain, Ouais, il n'y a que le Japon qui arrive à faire mieux. ça te fait baisser ta garde. Ouais, c'est bizarre, ouais. Tu l'as vécu comment, en fait, la sortie de la bulle? Au début, honnêtement, la première année, c'était assez difficile. Parce que déjà, quand j'ai emménagé à Paris, je connaissais personne. J'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, etc. J'ai jamais habité à Paris. Je passais que entre 2 et 4 semaines par an pour les vacances, pour voir ma grand-mère, enfin mes grands-parents, etc. Et quand j'ai emménagé là-bas, franchement, le choc, il était un peu rude. Surtout Brutal. pour rencontrer du monde, etc. Les gens avec qui je travaillais, j'ai essayé de faire des connexions avec eux. Mais le truc, c'est que par exemple, je me rappelle très bien, la première fois que j'étais invité à un barbecue, ça parlait que de politique, quoi. Et moi, j'y comprenais, mais absolument rien. Enfin, j'étais complètement paumé. J'avais jamais fait vraiment attention à la politique en France. Ouais, surtout qu'on parle pas politique à Dubaï, quoi. Ouais, voilà, du tout. C'est des problèmes du monde, etc. Enfin, on est vraiment ouvert d'esprit et tout. Et franchement, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai très peu en commun avec ces personnes-là. J'avais Mm. très difficile d'engager les conversations, etc. Et puis même à l'époque, quand on arrive en France et qu'on dit qu'on a grandi à Dubaï, etc., ça interpelle un peu les gens et tout. Moi, je me rappelle quand j'allais en colonie de vacances l'été, je disais aux gens qui étaient avec moi que je venais de Dubaï. Ils avaient jamais entendu parler de Dubaï. Donc, C'est quoi ce truc? voilà, encore une fois, très difficile pour moi de me faire des amis. Et du coup, ça m'a mis quand même un peu de temps à former mon réseau, me faire des amis, etc. Ça m'a pris 1 an pour déjà commencer. Mais la première année, c'était quand même assez difficile. Et puis oui, on va dire qu'à Paris, quand même, il y a beaucoup de gens désagréables, qui n'ont pas le temps, qui se plaignent tout le temps. Enfin, c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Après, Paris reste un bon centre de formation pour attaquer la vie, quand même. Non, c'est Non, vrai. je ne le regrette pas, hein. Non, Honnêtement, je c'est ne le vrai. regrette pas. Je Toi, pense, tu- je pense c'est que, le- je pense- je C'est le pense- commercial qui parle, là. Tu dis, franchement, pour former au cold call, c'est un peu mieux. Non, mais pour tout, ça te fait une sorte de carapace, t'es paré, tu peux aller affronter un peu. Je sais qu'il y a des endroits beaucoup plus difficiles que Paris, hein, je Ouais. ne dis pas évidemment. Mais je veux dire, vivre dans une ville où on va dire tout n'est pas non plus rose, ça te prépare un petit peu à la suite, quoi. Ouais, Paris n'est pas facile, hein. Surtout quand on est entrepreneur, Mm. c'est Ah, bah, vraiment pas facile. c'est malheureux. Bah, en fait, tu dois t'excuser parce que tu réussis. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens viennent ici, hein. Ils en ont marre de s'excuser de réussir. Ici, on te félicite de réussir. C'est vraiment un vrai, ouais, c'est un vrai gros contraste. En France, on n'a tout simplement pas envie que les gens soient au courant qu'on a réussi. Enfin, faut se cacher. Ouais. Faut se cacher. Alors qu'ici,
enfin, il y a cet état d'esprit où tout le monde s'entraide, se tire vers le haut, etc. On a envie de réussir ensemble. Et la réussite, elle est rewarded. Mhm. Mm. Ah, on te récompense. Ouais. Ouais, voilà, T'es c'est ça. récompensé. C'est quoi votre... Est-ce que vous ressentez d'abord le fait que les gens sont quand même très heureux en moyenne ici, plus qu'ailleurs? Heureux? Ouais. Et est-ce que vous avez une théorie sur pourquoi? Je pense qu'il y a pas mal, il y a une multitude de facteurs. Bah, déjà, il y a le lifestyle, évidemment. Tu as le soleil toute l'année, etc. Il y a la plage. Tu as la plage. Bon, tu as, quand même des activités qui sont quand même assez sympathiques, qui sont source de bonheur. Parce que voilà, aller à la plage le week-end, ça reste quand même une source sympathique. Je pense que si tu mettais une plage près de Paris, une vraie plage, hein, je ne te parle pas de Paris-Plage, je parle d'une vraie plage avec le soleil, je pense que déjà le niveau… Bah déjà, Paris-Plage, ça les détend, hein. Alors imagine. C'est vrai. Mais je pense que si tu mettais une vraie plage avec un beau soleil, etc., je pense que déjà les gens seraient un petit peu moins grisés. Après, tu sais, il y a même le gouvernement fait en sorte que les gens soient plus heureux. Parce que alors, ça, c'est une des grosses. Ça, c'est quand même un fait qui est quand même assez unique. C'est qu'ici à Dubaï, tu as un ministère du bonheur. Vas-y, raconte. Tu as un vrai ministère du bonheur. Donc il y a un mec, il est ministre, Il est ministre du bonheur. et il se dit, moi, mon boulot, c'est... C'est de rendre les gens heureux. Non, mais dans tous les services gouvernementaux, Ouais, your happiness is our your objective. happiness, voilà, exactement. Et à chaque fois que tu fais, je sais pas, tu recharges ton salic pour la voiture, pour les péages, etc. Pam, tu as un survey qui vient et qui te demande est-ce que tu as été content de ton expérience sur l'application? Est-ce que tu as été content de ton expérience dans tel service, etc. Et ça, c'est dans tous les services gouvernementaux. En fait, tu as vraiment l'impression que tout a été pensé pour vivre comme si Dubaï était. Voilà, si tu imaginais Dubaï comme une grosse app, tout a été optimisé pour optimiser ton expérience. Tu vois. Mm. Et c'est vrai que dans le bonheur, bah oui, dans toutes les entreprises, tu as un département du bonheur. Enfin, du moins dans les grosses entreprises, hein, évidemment. Parce que sinon, c'est pas le premier recrutement que tu vas faire. Le truc, c'est que en France, tu vois, si tu dis il y a un ministre du bonheur, on pense à 1984, où il y a un ministère du bonheur. C'est assez dystopienne. Ouais. Alors que là, il a l'air de bien faire son taf quand même. Bah, disons qu'il y a pas mal de facteurs. Il y a l'intégration. Tu vois, quand on parle de bonheur, il y a un énorme aspect d'intégration, que les gens soient connectés entre eux. C'est aussi pour ça que quand tu arrives à Dubaï, je crois que c'est pour la première fois ou non, je crois que c'est pour tout le monde. Hein, quand tu arrives à Dubaï, ils te donnent, au moment où tu passes la sécurité, ils te passent une carte SIM pour que tu sois en fait connecté au monde. Ils considèrent que c'est un élément supplémentaire d'intégration. Voilà. Mais non, je trouve ça c'est absolument génial. Bah, au même titre, tu as un ministère de la tolérance. Ici, à l'école, ils apprennent la tolérance avant les maths. Ouais, ça, ils sont très obsédés par ça. Ça, c'est quand même Et dingue. ça, c'est depuis toujours, moi, quand j'étais à l'école. Et ça, franchement, c'est ça la grosse différence. J'ai envie de dire, le système français, c'était vraiment franco-français. C'était vraiment cette mentalité-là. Alors que dans les écoles internationales et américaines et tout, franchement, tu as une ouverture d'esprit parce que tu as tellement de nationalités différentes, de religions différentes, de cultures différentes, etc. Et tu réfléchis pas dans ces termes-là. En fait, tu es un citoyen du monde, tu t'intègres, c'est international, etc. Il n'y a pas ces valeurs nationalistiques où on pense à son pays d'abord, etc. Franchement, en fait, on est là pour résoudre les problèmes du monde. Intéressant. Et en termes de vie, si on fait un peu tous les clichés qu'on entend, tout le monde imagine que c'est hors de prix de vivre à Dubaï. C'est quoi votre... Honnêtement, ça dépend ce qu'on fait. Il y a un Dubaï pour tout le monde. D'accord ? Il y a tellement de classes sociales ici, à Dubaï même. Donc, franchement, tout le monde peut y trouver son compte. C'est juste, comme on l'a mentionné, bon, le système de santé, l'éducation, ça coûte cher. Les loyers, enfin, ça dépend d'où tu veux être. Ouais, ça dépend d'où tu veux être. Mais franchement, sinon, il y a un Dubaï pour tout le monde. C'est sûr, si on va dans les quartiers de sortie tels que DIFC, La Palme, tous les week-ends ou tous les jours de la semaine, etc., ça peut chiffrer. Mais franchement, il y a des restaurants à Dubaï. Enfin, il y en a pour vraiment tous les budgets. On mange extrêmement bien à Dubaï. Il y a plein de loisirs qu'on peut faire. Enfin, il y a la plage. Il y a les sports nautiques, on peut aller dans le désert, on peut aller camper dans le désert, on peut aller faire du quad, de la moto.
On peut aller marcher dans les montagnes à Ras Al Khaimah et à Fujairah. Qui sont d'ailleurs, ça, je pense, complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer des Émirats, parce que c'est des zones très fleuries, avec beaucoup de flore, et assez rustiques, quoi. Assez rustiques. Les gens disent, oui, il manque d'espace vert, etc. Va à Fujairah, on en reparle, quoi. Donc non, franchement, tout le monde peut y trouver son compte. Mais après, c'est vrai que ce qu'on voit sur les influenceurs, etc., qui roulent en Ferrari et qui vont dans tous les plus beaux, les Ça, on plus en voit de moins en restaurants. moins, non? Honnêtement, Ah maintenant, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été éradiqués. éradiqués. Le gouvernement alors a réglé leur compte une fois pour toutes. Bah, très franchement, on les a jamais vraiment beaucoup vus, hein. Enfin, Ouais, je veux dire, en fait, c'est ça. c'est ça que je veux dire, c'est que malheureusement, c'est un peu pourquoi les gens de l'extérieur retiennent Dubaï sans connaître Dubaï. Franchement, enfin, moi, je suis arrivé beaucoup plus récemment, évidemment, que Benjamin. Moi, je suis arrivé post toute cette vague influenceurs, etc. Je les ai jamais vraiment vus. Enfin, bon, à part, voilà, comme tu as dit, dans des restaurants un peu huppés. Bon, après, toute définition d'influenceur, quoi, mais honnêtement, tu les vois pas. C'est une vraie minorité, quoi. Enfin, oui, et ça, je te parle des influenceurs dans leur globalité. Je te parle pas juste des francophones. Les francophones, quoi, les Marseillais, c'était ça? C'était les Marseillais? Oui, c'est Non, moi, Marseille. me regarde pas, j'en sais rien du tout. Moi, je regarde pas du tout non plus. Je Mais suis enfin, complètement évidemment, paumé. qui en a pas entendu parler? Et ceux-là, mais on les croise jamais, quoi. Enfin, il n'y a pas eu. Je pense que c'est pour ça que l'image elle est un peu faussée de l'extérieur. Et c'est aussi pour ça que je trouve ici à Dubaï, t'as quand même chez des gens qui viennent d'arriver, tu as quand même un sacré taux d'amnésie parce que tu en as beaucoup qui aiment parler de Dubaï sans être jamais venus. Et puis, du coup, ils nous font tout un plat avant de venir pour dire, ouais, moi, dans tous les cas, je viens pour voir, mais j'aime pas du tout, etc. Puis au final, on les retrouve 3 jours après qu'ils sont arrivés. Puis ils disent, moi, j'ai jamais rien dit de mal sur Dubaï, moi, je trouve ça très bien. C'est un peu, voilà, donc sacré taux d'amnésie. Dubaï, c'est 100% de sceptiques, 10% de déçus. Je pense que les statistiques sont assez pertinentes. De mon expérience. D'ailleurs, les 10% de déçus, ils ont souvent le même profil. Ils n'arrivent pas à gagner leur vie dans une économie hyper capitaliste. Ils ont besoin de subventions, d'aides, de machin, et puis c'est quoi ce bordel? Et puis ils repartent, quoi. Ça, on en revient au travail récompensé, hein. Ça, c'est sûr que Dubaï reste très compétitif. Tu peux pas arriver les mains dans les poches en pensant que ça va te tomber dessus, hein. Donc ça, c'est vrai que pour beaucoup de Français, ça serait assez brutal. Mais ça récompense l'effort. Ça récompense vraiment l'effort. Si tu fais pas assez, si tu fais rien, si tu attends encore une fois que ça te tombe dessus, tu passes vite. Non, Dubaï, c'est une ville de bosseurs, hein. Franchement, il n'y a pas la sécurité de travail qu'on peut connaître en France. Si tu fais pas ton taf ici, on te vire du jour au lendemain. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, les gens travaillent énormément. Mais voilà, comme Alexandre a dit, ils sont récompensés. Nous ici, enfin, on compte pas les heures. On compte pas les heures. Il y a pas les semaines. Pour moi, déjà, en revenant au choc, etc., quand on me parlait de 35 heures, etc., moi je disais, mais ça, c'est 35 heures. 35 heures, c'est 2 jours pour moi. C'est rien. Alors que pourtant, quand même, le gouvernement essaie de te pousser à prendre du temps pour toi, etc. C'est pour ça d'ailleurs ici que tu as des week-ends, pas de 2 jours, mais de 2 jours et demi, hein. C'est pour ça qu'ici, à midi, le vendredi, ça a été mon week-end. Et ça, surtout même les systèmes gouvernementaux, etc. Le vendredi après-midi, c'est le week-end. Donc, mais malgré ça, oui. Les écoles, elles terminent à midi. Ouais. Bon, tu me diras, en France, on a le mercredi après-midi, enfin, du moins sur le système scolaire, le mercredi après-midi. Mais bon, c'est un peu mal foutu, quoi. Ils te mettent un demi-jour en milieu de la semaine. C'est marrant, je n'avais jamais réfléchi à ça. C'est vrai que quitte à mettre un demi-jour, autant le mettre. C'est vraiment pas con, on devrait te mettre. Tu sais qu'ils cherchent des ministres en ce moment en France? Moi, je pense que tu devrais postuler, quoi. Écoute, Et alors, vous avez une théorie sur la haine de Dubaï? Genre, pourquoi c'est si haï? moi, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, évidemment, hein. Mais ça, je pense que c'est pas forcément. Tu parles de la haine, quoi. De qui? Bah, enfin, ça m'a étonné, hein. J'ai découvert que même au Japon, ils avaient une mauvaise image de Dubaï. Ah oui? Ouais. Bah, je pense que, pour le coup, je pense que ça doit être des raisons différentes, parce qu'en fait, le mode de vie dubaïote est quand même très décalé par rapport au système japonais, hein. Japonais, t'es respect, tout se passe tranquillement. Et la tradition qui date depuis toujours. Je pense qu'ils voient Dubaï comme des aliens. Ça, c'est
Et puis puis la planète entière voit les Japonais comme des aliens aussi. Donc, Mais je veux dire, bon, la France, on n'en parle pas. ouais. C'est une haine Ah, institutionnelle. Je pense qu'un jour, tu nous avais raconté une histoire de jalousie assez bien imagée. Je me rappelle plus, c'était une expérience, l'expérience des singes, non? C'était pas ça? Ah oui, les deux singes, ouais. Bah, ça m'avait assez marqué parce que je trouve que c'est quand même assez représentatif. Tu vois? Mm. Je sais pas si tu peux peut-être le Ouais, rappeler. la petite histoire, c'est que si tu prends un singe, que tu le mets dans une cage, que tu lui donnes une banane, on va dire une banane par jour, il me semble que c'est un peu plus parce que je crois pas qu'il mange qu'une banane par jour, mais bon, pour l'image de l'histoire, on va dire une banane par jour. Le singe est super heureux, il vit sa life, il a l'air bien, etc. Ensuite, tu mets une deuxième cage sur laquelle le singe a le point de vue, et ce deuxième singe, tu lui donnes deux bananes. Et ben, le premier singe qui a une banane devient hyper violent, hyper agressif, jaloux, il finit par ne plus manger la banane et mourir de faim parce qu'il n'a pas de banane comme son autre singe. C'est complètement dingue. Hein. Mm. Et donc tu penses que Dubaï, c'est le singe avec 10 bananes. La France, c'est le singe avec une demi-banane, parce que l'État te prend la moitié de ta banane. Et donc il est en train de péter un câble. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. C'est assez représentatif. Moi, je pense qu'il y a C'est vrai que il y a- maintenant, on a tous accès aux cages de tout le monde grâce à Instagram, donc ça aide pas. Ouais. Ah, là, tu mets le doigt sur un problème. Mm. Ouais, sur un problème. Vous ressentez de la jalousie à Dubaï des gens? À Pour le Dubaï, Ouais, pour le succès des autres? Non. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme au Liban. Il y a t'as une pas, culture, t'as pas le temps d'être jaloux. Je pense pas que t'aies le temps d'être jaloux. Ouais. Il y a trop de choses qui se passent. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est comme au Liban, t'as pas le droit d'être jaloux. C'est-à-dire que si tu l'es, tu fermes ta gueule. Ouais, Non, mais parce que moi, je crois pas que la nature humaine est différente. Je pense juste que chaque pays te donne le droit d'exprimer certaines parties de la nature humaine. Et tu vois, par exemple, un truc qui m'a toujours fait rire avec les Américains, c'est que moi, j'ai la théorie, c'est que tous les Américains rêvent d'être français. Ils le savent pas. Et quand je vivais aux États-Unis, c'était un jeu auquel j'adorais jouer. C'était d'exagérer le lifestyle français. Genre, on prend 10 semaines de vacances, machin. Et au début, ils réagissent tous de la même façon. Ils disent, ah, waouh, machin. Et après, tu les agresses un peu. Tu dis, ouais, mais toi, tu connais pas le nom de ta femme. En fait, tes enfants, ils t'aiment pas et tout. Et très, très vite, ils dépriment. Ils disent, ah non, mais c'est vrai, en fait, qu'est-ce que je fous? Et c'est hyper facile de rendre un Américain nostalgique en termes de lifestyle. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas le droit de dire qu'ils veulent kiffer la vie. Quand ils sont en société, ils doivent dire je grind, je hustle, toujours plus. Parce que s'ils disent autre chose, la société les punit. Mais je pense que la nature humaine est la même partout. Tout le monde veut kiffer. Dubaï a ce truc magique où on dit ouais, t'as le droit de kiffer et travailler, c'est pas corrélé. Tu peux kiffer en travaillant, tu peux travailler en kiffant, il n'y a pas de problème. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une ville assez unique pour ça, parce que d'habitude, le monde du kiff et le monde du travail est très séparé. Et ici, tu vas à DIFC, ils sont fusionnés les deux, quoi. C'est vrai. Ouais, Mais- c'est vrai. Mais c'est unique au monde. Ouais. Tu vois, la City à 20h à Londres, fini. C'est vrai. La ville est vide. Et si tu es à la City, tu veux kiffer, tu dois aller soit à Shoreditch, soit tu vas Central à, London. ouais, à Islington, mais tu peux pas kiffer là où tu bosses. Ouais. Il y a pas de... San Francisco, c'est la même chose. Si tu es South of Summer, donc tu vis, tu travailles dans une start-up et tout, tu veux aller en boîte, il faut aller à North. Tu dois traverser la ville parce qu'ils ont mis le loisir et le travail comme ça, tu vois, dans la ville. Ici, ils ont dit non, partout. Partout, tu Partout. kifferas. Mais par contre, t'as intérêt de travailler dur parce que le kiff, il est très cher. Ouais. Ouais. Le transfert d'argent est assez direct. Mais Donc, Mais c'est assez équilibré, en effet. Je trouve Ouais. ça c'est vrai que c'est assez unique. Hein. c'est unique. C'est assez unique. Bah, moi, je trouve qu'il y a vraiment une des choses qui, moi, Et je pense pas que ça soit que propre à moi. Je pense qu'énormément de gens qui viennent ici, qui passent un peu de temps ici, ils vivent cette énergie. Tu vois, il y a une énergie constante. Moi, c'est pour ça qu'on me demande c'est quoi les. Encore une fois, il y a une multitude de raisons pour lesquelles tu peux aimer Dubaï, mais quand on me pose la question, enfin, qu'est-ce que tu préfères à Dubaï? Qu'est-ce qui rend Dubaï? C'est l'énergie, en fait. C'est vraiment cette énergie qui te pousse vers le haut, comme Benjamin a pu le mentionner un petit peu plus tôt. Voilà, les gens, les gens viennent ici pour s'entraider. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse vers le haut, en fait. Tous les gens que tu vas rencontrer sont des gens qui excellent dans leur domaine. Ça, je pense que ça dépend du fait, enfin, ça vient du fait que Dubaï est un filtre en soi. Hein. Je pense que c'est un peu c'est corrélé à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. Mais vraiment, il y a cette énergie, en fait. Il y a vraiment cette énergie que je ne ressens nulle part d'autre. Non, et puis ici, tu as des opportunités pro
que tu peux pas trouver ailleurs. Même nous, à notre niveau, etc. Enfin, et c'est ça qui est, on va dire, excitant dans notre industrie. Enfin, on peut rencontrer une personne qui va changer notre vie, quoi, qui va changer notre business, etc. Et ça, franchement, enfin, ça vient de nulle part. Et tu te dis, ce genre d'opportunité, ça peut arriver qu'à Dubaï. Il n'y a que des profils comme ça où, enfin, il y a que cette ville qui peut attirer des profils comme ça. Moi, j'ai envie de te dire que les probabilités, elles sont même plus importantes que ça. C'est que je pense que c'est pas une personne qui peut changer ta vie, c'est que je pense que sur 10 personnes que tu rencontres, il y en a 9 qui peuvent changer ta vie. Ouais. En France, sur 10 personnes, déjà que tu en rencontres une avec qui tu as un discours, c'est le bout du monde. Alors qu'il se passe quelque chose avec eux, c'est un travail de très longue haleine. Ici, tu rencontres, ça discute, ça va vite. La semaine d'après, il y a quelque chose qui se passe, réellement. C'est quoi votre histoire préférée depuis que vous êtes à Dubaï de personne qui a vraiment changé la trajectoire d'Investa? Pour rappel, Investa, vous aidez les investisseurs. Nous, chez Investa, on est spécialisé en stratégie d'investissement immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on est un peu on a un peu une agence immobilière 2.0, dans le sens où, bien évidemment, on offre une valeur supplémentaire qui est vraiment ce côté stratégique. Quand je dis qu'on est spécialisé en stratégie d'investissement immobilier, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment des stratégies sur mesure pour chacun de nos clients, hein, autant particuliers qu'institutionnels, en fonction d'une multitude de facteurs. Et voilà, l'idée en fait là-dedans, c'est vraiment de pouvoir offrir de la visibilité aux gens sur ce que leur argent peut vraiment générer dans le temps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros, le principal aspect, on va dire, négatif du marché, c'est que c'est le marché immobilier de Dubaï est un marché qui est tellement dynamique, il y a tellement de choses qui se passent, que en fait, le marché est un peu victime de lui-même, dans le sens où tout va très vite et les acteurs qui sont sur le marché aujourd'hui ne donnent en fait aucune vraiment visibilité aux investisseurs. Et notre service, il est un petit peu né de ça, parce qu'on a fait un constat qui était assez alarmant, c'est que franchement, 80% des gens, ils investissent complètement au hasard. Complètement au hasard, et pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le service qui est proposé aujourd'hui sur le marché ne leur confère pas cette visibilité-là. Et donc, même pour te dire, hein, ça a vraiment reshapé complètement notre business. Hein. À la base, Investa, on devait être une entreprise beaucoup plus, je ne sais pas dire industrielle, mais on va dire beaucoup plus costaud, on a un gros département des pointures en marketing, on devait vraiment inonder le marché, etc. Au final, en passant vraiment beaucoup de temps ici, on s'est dit en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut. Ici, les gens, ils te vendent déjà des appartements comme des chaussures, ils prennent pas le temps pour toi, ils t'écoutent pas, ils essaient même pas de comprendre ce que tu veux, ils vont te demander juste de signer un chèque au bout de 10 minutes. D'ailleurs, les enfants, si vous venez à Dubaï, ne donnez jamais votre numéro de téléphone à un agent immobilier. Sauf sinon, vous allez changer de numéro. Ben ça tu veux que je te dise exactement ce que tu viens de dire, c'est un petit peu la due diligence qu'on dit à nos… En fait, ça, c'est l'exemple parfait. On a des clients qui nous demandent, on encourage toujours hein, aux personnes qui viennent s'asseoir chez nous ici, on les encourage toujours à aller faire leur due diligence. On leur dit, bah, écoutez, allez, bien évidemment, on n'est pas les seuls à proposer quoi que ce soit sur le marché, et on encourage à ce que vous alliez voir chez quelqu'un d'autre. On leur dit, allez, laissez votre numéro quelque part. Et là, ils reviennent 3 jours après, ils disent, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Et malheureusement, c'est une image qui colle un peu à la peau de Dubaï, pas pour les bonnes raisons. Donc en fait, pour te dire, nous voilà, notre modèle, il s'est complètement, on l'a complètement reformaté en fonction de ce constat un petit peu alarmant. Et puis en fait, aujourd'hui, bah, du coup, on est beaucoup plus, on a voulu être quelque chose de beaucoup plus boutique, beaucoup plus sur mesure. On a une approche, c'est une approche qui peut paraître assez standard en Europe, en France, hein, mais ici à Dubaï, sans prétention, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Donc voilà, oui, nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne. Et donc, le client qui a changé votre vie? En fait, je dirais pas le client qui a changé notre vie, mais plutôt le type de client qui a changé notre vie. Et je dirais c'est plutôt les fonds d'investissement et les family office. Parce que là, franchement, c'est intéressant. Évidemment. C'est intéressant. Enfin, de toute manière, notre modèle, que ça soit pour un client individuel ou pour un institutionnel, ça reste la même. Mais on a réalisé avec le temps que notre approche fonctionnait avec les institutionnels. Et là, c'est un autre ballgame. Tu es un family office, tu as une poche d'allocation, tu veux t'exposer à Dubaï, on vient vous voir, vous vous occupez de tout, quoi. Évidemment, Voilà. évidemment. Et après, comme Benjamin l'a Et vous vous occupez post-vente? Bien sûr, évidemment. On va t'expliquer un petit peu, mais évidemment, dans ce que Benjamin a dit, c'est que le modèle qui était un modèle beaucoup plus, on va dire, dirigé, institutionnel, family office sans investissement, au final, on l'a appliqué à des particuliers. En fait, ça plaît énormément. Cette visibilité que au final, personne t'offre,
on l'offre à nos particuliers. Cet aspect stratégique, ici, franchement, ici, quand tu parles de stratégie, c'est le bout du monde. Déjà, quand tu as un peu une idée, si on te donne même une idée, on va dire vague de ce que ton investissement peut représenter, c'est le bout du monde. Donc déjà, quand on parle de stratégie avec des particuliers, là, voilà, tu fais la différence, évidemment. Et quand je te dis que voilà, on fait des stratégies sur mesure, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des business plans sur mesure pour chacun de nos clients. Donc ça, c'est des matrices qu'on a développées en interne. Encore une fois, basées sur de la vraie donnée de marché, basées sur des... Il y a aussi, bon, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais Non, beaucoup de bien sûr. déductions, beaucoup de logique, beaucoup d'analyse d'urbanisme. C'est pour ça qu'encore une fois, on commence toute collaboration avec nos clients par une étude approfondie de la map. Notre service, en fait, il est basé sur beaucoup d'éducation. On part vraiment du principe que des clients qui sont des investisseurs, qui sont éduqués, qui comprennent ce qu'ils font, vont avoir beaucoup plus d'appétence à s'investir dans une relation. C'est pour ça que nous, il y a toujours beaucoup d'éducation. Au final, nos clients, on ne les appelle même pas clients, on les appelle collaborateurs. On va dans une direction ensemble, main dans la main, et puis on leur fait faire des investissements comme on les ferait pour nous-mêmes. Voilà. En juin dernier, il y a un acteur de l'immobilier ici sur LinkedIn qui a fait un buzz en expliquant que les prix allaient s'écrouler parce qu'il y avait. Vous voyez de qui je parle ou Ouais, mais pas? ça fait... Non, mais ça fait 2 ans qu'ils disent Ouais, que la bulle va exploser, que les prix vont s'écrouler, qu'il y aura une correction, etc. Déjà, quand on parle attend toujours. des gens qui disent qu'il y a une bulle, on leur dit mais pourquoi? Je sais pas, il y a une bulle. Voilà, c'est un Les peu prix augmentent, il c'est- y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de livraisons. Alors oui, certes, il y a des choses assez factuelles. Oui, c'est vrai qu'en 2025, alors ça devait déjà commencer cette année. Il devait y avoir, je crois, 150 000 unités qui devaient être livrées là en 2025. C'est sûr que ça fait pas mal d'offres qui arrivent sur le marché. Oui, je veux dire, à court terme, ça peut peut-être faire baisser un peu les prix locatifs, hein, forcément, plus d'offres. Néanmoins, au final, ce nombre d'unités de 100 000 ou 150 000, c'était finalement pas 150 000, c'était 50 ou 60%, parce qu'évidemment, comme on l'a mentionné, il peut y avoir des retards. C'est même quelque chose d'assez courant. Voilà, je pense qu'encore une fois, faut pas dramatiser. Il y a certains facteurs auxquels il faut faire attention, mais de manière globale, les signaux sont plutôt au vert. Il n'y a pas de rien qui dit qu'il ne peut pas y avoir de petites corrections. Dans le cas de correction, je pense que ça sera vraiment que des quartiers bien zones, spécifiques. des zones bien spécifiques qui seront impactées. Les gens, encore une fois, ils aiment beaucoup dramatiser. On parle de correction, ça, ils s'imaginent que ça va être encore l'apothéose. C'est pas du tout le cas. Et je trouve que justement, Dubaï a cette force de renouvellement qui est assez dingue. Tu vois, par exemple, si on parle de quartiers en devenir qui sont absolument extraordinaires, au nord de la ville, qui est quand même le nord de la ville c'est une partie de la ville qui a déjà été extrêmement développée, hein, ça fait longtemps déjà. Et tu as ces 2 nouveaux quartiers, tu as Mina Rachid Maritime City qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, et Celle qui devait être la troisième palme, mais qui palme, du coup est Dubai Island. Dubai Island. Dubai Island, ça devait être à la base voilà, la 3e palme de Dubaï, la palme Deira. Aujourd'hui, ils ont cette Finalement, ça force. va être une île. Au final, En fait, c'est 3 îles connectées. il y a 3 Mais tu clusters. pourras y aller sans prendre de bateau. Non, il y aura plusieurs accès, accès aux îles. Bien évidemment, un peu comme D'ailleurs, la ils palme. sont déjà en train de développer l'infrastructure, enfin des autoroutes. C'est pas là où il y a Cheval Blanc qui s'installe? Possible. Si j'en ai entendu parler aussi, c'est possible que ça soit là. À vérifier. Mais en fait, ce que je disais, c'est que ça a plus la forme le projet avait été abandonné pas mal de fois. À l'époque, ça devait être la 3e palme, la palme Deira. Bon, évidemment, ça ressemble plus du tout à une palme. Après, le projet devait devenir la palme. Non, ça devait devenir Deira Island. Et puis là, finalement, depuis un an, ils ont rappelé ça, ils ont renommé le projet Dubai Island. C'est un projet absolument pharaonique où il va y avoir un golf 18 trous, un golf 9 trous. Enfin, il va y avoir des hôtels absolument magnifiques. Des résidences au bord de mer, des resorts. Il y aura même des étables pour faire du cheval. Et ça, j'ai envie de te dire, en fait, le nord de la ville c'est un peu les dernières pièces du puzzle au nord de la ville. Du coup, en fait, Mina Rachid, qui était l'ancien port Rachid, qui était un énorme port de fret à l'époque, qui est en train d'être réimaginé et reporté sur Jebel Ali maintenant. Mina Rachid est voué à devenir, c'est un quartier complètement émar, et c'est un quartier qui va être voué à devenir la future marina de Dubaï. Et au même titre. Ah oui, c'est ce qui est juste en face de Pearl Island. C'est ça. Exactement, Ah ouais, tout c'est à fait. incroyable.
Et au même titre, du coup, Dubai Island va être voué à devenir un peu la nouvelle Palme, entre guillemets. Tu sais, la proximité entre Marina aujourd'hui et la Palme Jumeirah, c'est un peu la même distance entre les deux. Donc, on peut un peu identifier ça, mais ça sera du coup la Palme 2.0 Et ça, et on Marina un 2.0. projet comme ça, il y a une clarté du méta-développeur. Non, Master master développeur. développeur. Méta-développeur. Donc, ça, c'est des choses qui publient, montrent leur Absolument. vision. Déjà, tous les plans sont là. On sait où les hôtels vont être, on sait où les golfs vont être, on sait où les résidences vont être. Enfin, Ça, c'est tout incroyable. est déjà quadrillé. Ouais. Tout est déjà quadrillé. Il y a une vraie transparence sur ce qu'ils vont faire. Bah, tu as les maquettes des master développement, même si on ne sait pas exactement, admettons, quel va être le nom de cette phase, de cette tour, etc. Tu vas chez les développeurs et bien Ouais, évidemment, donc ils te c'est-à-dire montrent. qu'eux, ils disent, là, il y a un hôtel, on va le vendre, ce sera forcément un hôtel. Mhm. On ne sait pas encore quelle marque d'hôtel, mais Voilà. il y aura un hôtel ici. Voilà. Et également. C'est génial, les mecs qui jouent à Sims, quoi. Ah non, mais complètement. C'est exactement ça. Et du coup, C'est incroyable. la troisième pièce du puzzle manquante au nord de la ville, c'est Creek Harbor, qui n'est pas un quartier nouveau, enfin relativement, qui était en fait à l'époque vraiment le cœur. On peut reparler un petit peu de l'histoire de Dubaï, mais évidemment le Creek Harbor a joué un rôle extrêmement important dans le développement de Dubaï au tout début. Mais en fait, ce qu'ils visent à faire avec Creek Harbor, c'est le nouveau downtown. Maintenant, downtown est complètement saturé, 99%, il n'y a quasiment plus aucun lancement, etc. Et ce qu'ils cherchent à faire avec Creek Harbor, c'est planter cette Creek Tower, d'accord, et puis construire autour. Et ça, Donc, je pense que sous 10 ans, que ça soit Dubai Island, Maritime City, Mina Rashid et Creek, je pense ça sera déjà quasiment, déjà extrêmement bien avancé. C'est des cycles de 10 ans. C'est Ouais. des cycles de 10 ans. Ouais, je dirais que c'est des cycles de 10 ans. Et ce qui est super intéressant, c'est que, pour te dire à quel point il y a cette homogénéité en termes de comment ils développent la ville et comment le gouvernement pense. Maintenant que la ville, une fois que ces 3 pièces du puzzle seront déjà complètement terminées, je vais te dire qu'il n'y aura quasiment plus aucun foncier dans le nord de la ville. Donc, ça sera un marché beaucoup plus, entre guillemets, secondaire. Et comme tu as entendu parler de l'aéroport Al Maktoum dans le sud de la ville, qui est voué à devenir l'aéroport le plus grand du monde. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, DXB, ça fait à peu près 120 millions de passagers par an. Par an. Par an. Par an. Ouais. 120 millions, ouais, on va dire dans la centaine. Certaines années, ça fait 90, 110, 120. Ouais, voilà. Al Maktoum, il vise 250 millions. 250 millions de passagers par an. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, ils ont relancé le projet, ils ont annoncé officiellement en 2024 qu'ils allaient du coup peaufiner cet aéroport Al Maktoum dans le sud. Puis jusque-là, on pensait que ça allait un peu une bipolarité dans la ville avec DXB au nord et puis. Ils ont annoncé la fermeture et de puis Al DXB, Maktoum. c'est ça. Exactement. Alors, ça s'est fait assez progressivement. Déjà, il y a Emirates qui a dit au final, on va déporter notre terminal à Al Maktoum. Et maintenant, là, depuis quelques mois, ils ont annoncé que progressivement, ils allaient fermer DXB. Ils allaient complètement le raser pour faire un utilisage mixte avec commerciaux, résidences, hôtels. Mais pourquoi Mais l'aéroport va être rasé. Mais pourquoi c'est super intelligent? C'est là où je trouve que c'est une ville de génie. C'est que c'est bizarrement synchronisé avec le fait que le nord de la ville est déjà complètement saturé. Et par contre, au sud, tu as encore des terrains comme pas possible. S'ils avaient laissé l'aéroport Al Maktoum et DXB, ça allait un peu diviser l'intérêt entre les. Il allait encore y avoir pas mal de monde qui allait passer vers le nord. Là maintenant, ils obligent tout le monde à passer vers le sud pour que justement toute la zone sud se développe également. Tu vois. Et quand on parle de Dubai South, ça s'étend sur 145 km. Donc en fait, Comment tu dis 145, tu veux dire pas... dans l'ensemble. Ah oui, en kilomètres carrés. Ouais, tout à fait. Ouais, je vais dire. Non, c'est complètement fou. Et en fait, c'est déjà en obligeant les gens à passer par là, évidemment, il va y avoir tout ce qui va aller autour. Toute la logistique qu'il y a à Jebel Ali, déjà au port de Jebel Ali, qui va être reliée du coup à l'aéroport. Ils vont faire un chemin ferré pour tout ce qui est cargo, fret, etc. Puis ensuite, il y a bien entendu la Palme, Jebel Ali, tout ce qui va se construire autour. D'ailleurs, l'aéroport, là, c'est 2028, c'est ça? 2032. 2032. Sous 10 ans. Ouais. Ouais. Un peu On est moins en de 10 quelle ans. année? 2025. Ça va être en soi, ça va être 10 ans. Okay. Ouais. Cycle de 10 ans. C'est sûr que la ville, elle a quand même, par l'époque des perles, a bien été révolue.
Parce que C'est fou. évidemment, tu connais l'histoire, mais Mm. à la base, Dubaï, c'était juste un port de perles, de ouais. pêche. Ouais. Ça, je pense que même Benjamin elle a dû vivre ça, mais bon. Bah déjà, non, parce que déjà dans les années 90, ça avait déjà quand même avancé. Surtout qu'il y a, on va dire, le début de l'immobilier qui a commencé fin des années 90. Mais Avec, sinon, c'était dans les années 50, 60, c'était encore ça, hein. Mm. Ils étaient sous le protectorat anglais et tout. Enfin, Mm. il se passait pas grand-chose jusqu'à la Ouais. découverte du pétrole. Et même encore, Dubaï n'en a pas beaucoup. Ah, ça c'est ça c'est encore un autre sujet, le pétrole. Les gens ils disent mais Dubaï, c'est le pétrole. N'importe quoi. Pétrole, ils ont découvert le pétrole je crois que c'était en 69 ou 70, voilà, dans ces eaux-là. Et ce qu'ils ont fait, et c'est ça aussi où je trouve que ça mettait un pied à l'étrier par rapport à comment ils allaient engranger la suite, c'est qu'au lieu, si tu veux, de se reposer sur ces flux de pétrole et d'en vivre, etc., ils ont investi sur de la Ouais. diversification. Non, C'est grâce au pétrole qu'ils ont créé, du coup, Port Rachid, Jebel Ali, qu'ils ont commencé à lancer, ils ont lancé Emirates grâce à ça également en 85, dans les années 85 à peu près. Ils ont, enfin voilà, des projets de grande envergure. Ils ont lancé l'immobilier aussi grâce à ça. Enfin, tu vois, ils se sont pas reposés sur leur laurier en se on a disant, vraiment affaire aux dirigeants les plus impressionnants du monde, hein. Ça, c'est... aujourd'hui le pétrole c'est 1%, même pas Ouais, ouais. 1%. C'est rien du tout. Le pari il était gigantesque. Et ils ont été visionnaires à tous les. C'est vraiment le mot. Ouais. Ils ont une vision et une passion de l'exécution qui les rend assez uniques au monde en gouvernement. Euh, L'année dernière, il y avait le World Government Summit qui est organisé tous les ans à Dubaï. J'y ai assisté pour la première fois. Et j'ai pris une claque. C'est-à-dire que tous les hommes politiques européens qui étaient là, tous, hein, pas que la France, hein, mais vraiment tous les Européens, c'était tous des clochards. Mais tous des clochards. Il n'y en a pas un qui parlait anglais correctement. Ils avaient pas de vision. Ils étaient donneurs de leçons. T'avais l'impression qu'ils parlaient genre, tu vois, genre les puissances coloniales qui sont pas au courant qu'il n'y a plus rien en fait. C'était ce truc. Et tous les dirigeants émiratis, ils avaient fait Harvard, Stanford, ils parlaient anglais, ils avaient moins de 40 ans, ils étaient incroyablement articulés, Hmm. ils écoutaient énormément, ils posaient des questions. Un truc qui m'a vraiment, à un moment, enfin, il y a un mec qui me dit ouais, tu viens d'où et tout, j'arrivais pas à répondre. Ouais, la terre est ma maison. Oui, d'accord, mais mais bon, et alors? Oui, putain. Et en fait, j'y arrivais pas. En fait, j'avais honte. J'avais un peu honte. Et à un moment, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y a pas un dirigeant européen, pas un seul, qui posait des questions. Pas un. Eux, ils étaient hyper curieux de tout, tout le temps. Genre, ils avaient et ça, vous faites comment? Et pourquoi vous faites ci? Et pourquoi vous faites ça? Tu vois. Et alors, il y a eu cette scène, je sais pas, que vous avez sans doute dû voir sur les réseaux, où tu as le ministre de la Défense émirati qui demande pourquoi les frères musulmans sont pas interdits en France. Genre, le mec est en mode, mais les gars, nous, on les a interdits, qu'est-ce qui vous prend? L'autre, il dit, ah, je sais pas. C'est quand vous n'allez pas être plus musulman que nous, on vous dit que c'est des timbrés. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, quoi, en fait? C'est quoi votre problème? Et l'autre moment, c'est quand ils ont parlé IA. Et alors là, quand ils ont annoncé que il y avait un conseiller là que je connais français. Ils ont annoncé que grosso modo, ils avaient fait un partenariat avec OpenAI pour que les lois soient écrites en AI maintenant dans ce pays. Et que d'ici 3-4 ans, il fallait que 80% du gouvernement soit dirigé par une AI. Là, je me suis dit, ouais, ok, c'est game over. Qu'est-ce que tu veux? Nous, en France, on est en train de se demander s'il ne faut pas faire une loi sur l'AI pour limiter son Mais développement. tout ce qu'ils Enfin, veulent faire en Europe, c'est réguler. ouais, mais en plus, enfin, tu sais, il y a un moment, tu comprends même plus ce qu'ils veulent réguler, parce qu'il n'y a plus Hmm. rien, en fait. Tu vois, Non, mais encore une fois, on subit un peu tu vois, le système actuel est un système Mais qui a été évolué. le truc dont on ne parle pas beaucoup,
c'est parce qu'on parle beaucoup des différences entre ces pays-là, mais il y a un sujet dont on ne parle pas, c'est la différence de niveau des élites. Et les élites émiraties, elles mettent vraiment à l'amende les élites européennes. Et c'est quand même dingue qu'un pays où il y avait du désert et du sable il y a 30 ans ait réussi à former une telle génération. Enfin, Maktoum, il a quand même décidé d'offrir l'école gratuite à tous les Émiratis, où qu'ils aillent dans le monde, quoi qu'ils étudient, c'est quand même visionnaire. Et l'autre point qui m'a marqué, c'est le nombre de femmes dans les élites. Parce qu'on a l'image, pays musulman, les femmes sont tabassées toute la journée dès qu'elles ouvrent la bouche. Et là, d'un seul coup, vous avez vu la ministre de l'entrepreneuriat? Mm. Non, mais what the fuck? Ah, mais maintenant, je crois que dans les multinationales, il faut qu'il y ait un certain ratio de femmes. Ouais, alors ça, ils commencent ce genre de conneries aussi. Ouais, c'est Mm. vrai, ça, bon, ils sont obligés de rattraper. Mais avant de mettre des ratios et tout, ils ont formé une génération de femmes hyper compétentes. La ministre de l'entrepreneuriat là, des Émirats, moi, à chaque fois que je l'entends parler, je me dis, mais en fait, je pourrais l'embaucher dans mon équipe. Mais vraiment, les gars, je me suis jamais dit en 20 ans de carrière, et puis je les ai tous rencontrés, hein, je les connais tous. Hein. Jamais je me suis dit, ah tiens, ce politique, si un jour il est plus politique, je le prends dans mon équipe. Jamais. Ouais. Au contraire, tu dis, oh putain, heureusement que tu as un travail, toi, parce que la vie va être dure sinon. Et là, c'est l'inverse, tu as envie de tous les embaucher. Le ministre de l'EA, là. Ah, c'est des machines de guerre. C'est quoi ce type? Il sort d'où? Genre, tu parles avec lui, il dit, ouais, j'ai appris à coder parce que j'en avais marre de pas coder. Bah oui, bien sûr, Rachid. Tu codes la nuit. La journée, tu diriges un empire. Le soir, tu codes. Ouais. Nous, ils écrivent de la poésie. Bon, ok. C'est un autre style. C'est charmant. C'est pas. Ça reste charmant. Mais ouais. Je trouve que c'est assez, encore une fois, assez représentatif. Hein. Ça, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu les avantages d'être dans une autocratie. C'est qu'il n'y a plus vraiment entre guillemets, de conflit d'intérêts. Vous croyez toujours à la démocratie après avoir vécu à Dubaï? Bah, Ouais, non, d'accord. si, ça peut être bien fait, mais bon, encore une fois, il faudrait tout réécrire. Mais ce qui est malheureusement impossible. Je pense pas que ce soit vraiment la démocratie en soi qui soit un problème, c'est plutôt ce qui en a été fait au fil du temps. Mais, voilà. Mais je pense encore une fois, il faudrait tout erase et tout La recommencer. démocratie, ça marche si les gens arrivent à se mettre d'accord. Mais en France, personne n'est jamais d'accord. C'est ça, en On fait. se met d'accord. Ouais. Le problème, c'est qu'en France, aux abords des élections, les gens te racontent, t'entends des salades dans tous les sens. Conflit d'intérêts, évidemment. On te sort des promesses qui font 200 pages et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis quand il y en a un autre qui est élu, c'est pour défaire ce que l'autre a fait avant. Ici, à Dubaï, t'as pas ça. T'as pas ces conflits d'intérêts, on te raconte pas des conneries. Ça déballe, il y a une vision, ça déballe. Ils savent très bien que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils seront là. Donc en fait, on rentre dans une toute nouvelle dimension qui est que, en fait, au final, l'image, encore une fois, est ce qui est le plus important pour eux. Dans le sens où ils vont justement pas te raconter de conneries parce que ça pourrait impacter leur image. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils font, des annonces, ils annoncent des choses, etc. Tout est millimétré, voire conservatrice, d'accord? Parce qu'ils veulent même pas prendre le risque de te raconter des conneries. C'est pour ça que quand ils te disent le plan 2040, ils vont doubler l'économie, doubler la population, on y va. Franchement, on y va. C'est des choses qui sont vraiment calculées, c'est pas des promesses en l'air. Tout au contraire. Je pense qu'on va vraiment les dépasser. On a dépassé les 4 millions d'habitants aujourd'hui. En 2017, on était près des 2,5 millions. On a eu près de 40% d'augmentation de la population sans même le vouloir en l'espace de 7 ans, tu vois. Bon, 2040, avec un plan clair qui va dans cette direction, on y va. Tu vois. Et vous n'avez pas peur que ça devienne invivable avec tous ces gens, toutes ces voitures? Bah non, parce que de toute manière, ils sont en train de développer l'infrastructure pour justement accueillir ce nombre de gens. Après, c'est vrai que dans le passé, en fait, Dubaï a été victime de son succès. Donc, c'est-à-dire que l'infrastructure qu'ils avaient construite n'était pas du tout adaptée pour accueillir autant de monde. Et en fait, ils s'y attendaient pas. Ils s'y attendaient tout simplement vous pas. avez vu le documentaire sur Zayed par Frédéric Mitterrand sur Arte? Non. Ah les gars, je vous encourage à voir ce film. Je pense que ça peut être un film d'entreprise. Il est hyper émouvant ce documentaire, mais il y a une scène qui me fascine
c'est que Zayed, il montre à Frédéric Mitterrand à un moment une route, Zayed Road. Hein. Et Frédéric Mitterrand dit putain, vous avez fait beaucoup de voix quand même pour. Et c'est vrai que tu as 6 voix, c'est ça? Ou 7 voix, 7 voix? C'est une 16 voix. Ouais. C'est 8 voix, 8 voix. 8 voix, 8 voix. Ouais. 8 voix, 8 voix. Et l'autre, il se fout de sa gueule dans le documentaire. Et maintenant, c'est trop petit. Ouais. Et donc, tu te dis, en fait, ils ont essayé d'anticiper leur succès, mais ils n'ont même pas pu imaginer le succès dans le succès, en fait. C'est assez fou. Hein. Il parle pas du futur, il le crée. C'est assez fou. Mais ce documentaire a un petit chef-d'œuvre. Franchement, je sais là, pas, de toute je sais manière, pas combien Frédéric Mitterrand était payé pour faire ça, mais... En termes de route, enfin moi qui conduis quasiment tous les jours, je vois, enfin ils ont cette capacité aussi de pouvoir fluidifier la circulation en créant des interchanges, des tunnels, etc. Là où la route elle existe déjà. Tu vois, par exemple, il y a une autoroute, bon bah ils vont l'agrandir, ils vont passer de 2 voies de chaque côté à 4 voies de chaque côté, avec les ponts qui vont avec, les interchanges, les tunnels, etc. Et là même pour le nord de la ville, ils sont en train de faire Avec des Boring, ponts aériens, etc. pour rejoindre, on va dire, downtown et les autres parties de la ville, etc. Donc, et franchement, c'est construit, mais hyper rapidement. Enfin, en 6 mois, le projet il est terminé, quoi. Ça, je pense qu'aussi, c'était très congestionné au sud à cause de DXB, quand ils vont le remove. Au nord, tu veux dire? Au nord, pardon, oui, au nord, c'était il y avait trop de choses qui se passaient. Donc là, quand ils vont retirer l'aéroport... D'ailleurs, même là, par exemple, on est en plein GTEx. GTEx, c'est la dernière année où ils sont au Trade Center. L'année prochaine, ça passe à Expo City. Dans le sud. Trop de monde. Voilà. Trop de monde, trop congestionné. Enfin, là, pendant le GTEx, c'est quasiment impossible. Pour ceux qui ne savent pas, le GTEx, c'est la plus grande exposition de tech quasiment dans le monde. Ça fait ramener énormément de monde. Et du coup, on va dire que tout le nord de la ville est complètement saturé. Enfin, chaque année, c'est la même chose. C'est impossible, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer. Ça fait 2 ans que je vous connais. Je vous ai recommandé plein de gens. Je ne sais pas combien exactement, mais je vous en ai recommandé pas mal. J'ai un taux de satisfaction de 100%. Donc vraiment, il n'y a pas un seul mec. Parce que des fois, c'est toujours le problème. T'introduis, puis après, c'est toi qui as les emmerdes. Tu dis, mais attends, j'ai juste fait une intro, je comprends pas pourquoi tu m'emmerdes. Et donc, avec vous, j'ai même eu, je vous l'ai pas dit, mais j'ai même eu un de vos clients, il était tellement content, il m'a fait un cadeau. Quoi? Ouais. C'est quand même incroyable. Okay. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça. Je vous retrouverai le nom. Il faudrait qu'on lui fasse un cadeau aussi, alors. J'ai reçu une petite bouteille avec merci pour l'introduction à Investa, une bouteille de champagne. Livrée chez moi. Et franchement, parmi toutes les intros que j'ai fait à Dubaï, j'en ai pas eu beaucoup de bouteilles de champagne. donc merci pour ça. Et en fait, on arrive à un point où je me dis, c'est quand même con de vivre à Dubaï, d'être aussi bullish sur Dubaï et pas être exposé à l'immobilier Dubaï. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Ouais, je sais, mais tu vois, j'arrive pas à passer le cap. Alors, je vais vous parler de mes peurs. Ma peur numéro 1, c'est que j'ai aucune bande passante pour décider dans quel projet investir, dans quel projet pas investir, comparer les trucs, etc. Donc déjà, ça, vous m'avez déjà perdu d'avance. Est-ce que ça, c'est un truc que vous faites pour vos clients? Évidemment, c'est la base de la chose. En soi, si toi, tu es très occupé, Ous, si on pouvait t'avoir au bureau comme aujourd'hui et te monopoliser 1 heure ou deux, je pense qu'on pourrait repartir vraiment sur une base saine pour ton projet personnel. On ne l'a jamais vraiment poussé, hein, mais bien évidemment, nous, si tu veux, le service qu'on propose, c'est un truc vraiment clé en main, entre guillemets clé en main, hein, parce qu'on a encore une fois, nous, nos clients, on les appelle pas clients, on les appelle collaborateurs, ceux qui veulent vraiment être beaucoup plus impliqués. Hein. On a 2 types de clients. Alors, ceux qui vont dire, bon, écoutez, moi, j'ai tant à investir, voilà, j'ai confiance en vous, faites quelque chose de bien. Et il y a ceux qui vont être, moi, je veux vraiment comprendre absolument tout. Et ça j'ai envie de dire, c'est presque notre type de client favori. Parce que, encore une fois, nous, on va vraiment prendre le projet du tout départ juste à l'élaboration de la stratégie, de la compréhension du profil. Parce qu'encore une fois, une stratégie pour un profil d'investisseur n'est pas forcément une bonne pour un autre profil d'investisseur. Donc vraiment, je trouve que cette base déjà de départ, elle est fondamentale. Et puis ensuite, bien évidemment, nous, on a des partenariats avec absolument tous les acteurs de la ville, avec tous les promoteurs de la ville.
ce qui nous permet vraiment d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble de la ville et sur ce qui se passe en immobilier. Hein. Tout ce qui est immobilier, on y a accès. Donc oui, bien évidemment, on a la bande passante. C'est justement là où réside notre force, c'est que c'est vraiment cette analyse de la donnée, cette analyse d'urbanisme qui va vraiment nous permettre de faire des bons placements. Bien évidemment, pour un profil comme toi qui aime comprendre ce que tu fais, c'est pour ça que je t'invite à revenir et à te laisser un peu porter par nous. Bien évidemment, on t'éduquerait sur le marché. Et une fois que j'ai acheté, ça se passe comment? En termes d'after sale, tu veux dire? Ouais. Après, si tu veux, nous, alors, pour t'expliquer un petit peu le process hein, très rapidement, donc il y a cette partie déjà un rendez-vous initial pour ceux qui auront la chance d'être à Dubaï, on les accueille ici. Toute cette partie discussion, compréhension du profil d'investisseur, établissement de la stratégie. Ensuite, donc R2, deuxième rendez-vous, présentation de la stratégie globale. Si ça leur plaît, on aura déjà identifié si jamais de belles opportunités correspondent parfaitement à leur profil, on leur présentera également les opportunités en question. S'ils nous valident, on les accompagne bien évidemment dans toute la partie acquisitionnelle, administrative, etc. Vraiment, encore une fois, l'idée, c'est qu'ils aient absolument rien à faire. La majorité de nos clients ne sont même pas à Dubaï, donc bien Ah ouais, évidemment. ils peuvent à distance vous Bien sûr, signer un. bien sûr, la majorité. En fait, tout se passe avec le promoteur. Nous, on est juste les middlemen, on est les brokers au milieu, mais sinon, tout se fait à travers le promoteur. Les transferts, c'est des virements internationaux. On a des partenaires aussi pour avoir des taux avantageux pour l'euro dirham. Tout est digitalisé en fait, si tu veux, sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, oui, tu n'as pas besoin d'être ici à Dubaï pour pouvoir conclure une transaction. Tu peux vraiment devenir propriétaire en une journée. Donc oui, bien évidemment, donc il y a cette partie acquisitionnelle. Tu sais qu'ici, on est sur un marché primaire prédominant, donc c'est-à-dire vraiment vente sur plan. D'ailleurs, petite data qui est intéressante quand même, tu as eu la plus grosse transaction off-plan qui s'est passée l'année dernière sur cette résidence sur la Palme à Como. Penthouse, pas livré, 165 millions de dollars. Et le payment plan, c'est quoi Le payment plan, il fait un peu mal à la tête, mais pour te dire que quand même, on est passé dans une autre dynamique où avant les gens avaient un petit peu peur d'un peu de ce modèle si différent de l'Europe, qui est vraiment ce marché primaire, ces plans de paiement, etc. Mais bon, là maintenant, transaction 165 millions de dollars sur du surplan. Livré quand? Livré dans 3 ans. C'est Ouais, assez dingue. et puis de toute manière, nous, quand on fait des propositions, je reviens aux propositions clients, etc. C'est vrai que nous, on a l'habitude de viser juste. Donc du coup, on fait très peu de propositions. On n'est pas là pour donner mal à la tête aux collaborateurs, qui ne sachent pas quoi choisir, etc. Franchement, on fait très très peu de propositions. Et encore une fois, comme on passe le temps qui est nécessaire pour expliquer, etc., c'est que le choix devient évident. Et donc, voilà, donc, pour continuer, post-sale, alors tu as le plan de paiement, hein, si tu as acheté quelque chose sur plan, puis ensuite tu as la livraison. Si tu as décidé de garder ton bien, hein, parce qu'il y en a beaucoup ici, ça c'est un des gros avantages du marché immobilier à Dubaï, c'est que tu as la possibilité de revendre ton bien avant même sa livraison, ça c'est quand même fort. Ici, en fait, ici, tu peux revendre ton bien à partir du moment où tu as payé un certain 30%. échéancier, 30% dans la majorité des cas, ça peut aller jusqu'à 50% par exemple pour du MR. Mais bon, en général, ce qui est intéressant, c'est que tu peux du coup revendre en ayant exposé, on va dire, peu de capitaux, et du coup, tu peux avoir des retours sur capitaux quand même qui sont très intéressants. Donc, si admettons, tu as revendu, bon, très bien, voilà. Si jamais, par exemple, tu as décidé de garder ton bien, livraison, nous, on s'occupe également, on peut t'aider sur toute la livraison. Toute la partie également post-livraison, évidemment, on a, je pense que Benjamin l'avait un petit peu mentionné, mais nous, autour de notre structure, on a créé tout un écosystème de partenaires. C'est-à-dire que pour chaque chose qui à un moment peut être utile à ton investissement, on a sélectionné ceux qu'on considère être les meilleurs dans chacun de leurs secteurs. Donc par exemple, en termes d'ameublement, aménagement, rénovation, on a ceux qu'on pense être les meilleurs dedans, les meilleurs en gestion locative court terme, les meilleurs en gestion locative long terme, les meilleurs en transactions internationales, à taux optimisé que Benjamin a mentionné. On a des excellentes équipes fiscales, légales aussi pour les visas. Évidemment, implantation. L'idée en fait là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans cet écosystème, tu n'as plus besoin de te dire bon, est-ce qu'ils vont être compétents, est-ce que ça va être un partenaire de qualité, on a déjà fait ce travail pour toi. Donc
Voilà, j'expliquais tout ça parce que c'est vraiment l'idée, c'est de rentrer dans un cercle, dans un écosystème de confiance où tu n'as plus à te poser la question, est-ce que je vais être pris en charge? Oui, bien évidemment, on s'occupe de tout de A à Z pour toi. Parce que c'est ça qui fait aussi peur, parce qu'on se dit, moi, je vais pas être à Dubaï, c'est quand même de France, c'est à peu près 7 heures de vol, etc. C'est qu'il y a forcément besoin d'avoir des équipes compétentes pour gérer à distance. Et ça, franchement, j'ai envie de dire, la quasi-majorité de nos clients ne viennent jamais à Dubaï. Mhm. Tout est Et géré à c'est distance. quoi le rendement moyen de vos clients? Bah écoute, ça je te dirais que si on devait, admettons, ça j'aime bien expliquer ça de la sorte, mais si on devait résumer, on va dire, les deux gros avantages qui font que c'est intéressant aujourd'hui, enfin que Dubaï est un des meilleurs endroits où investir dans le monde aujourd'hui, un des plus intéressants, bah, c'est tout d'abord déjà que tu as des prix quand même, tu as des prix immobiliers qui sont encore tout à fait raisonnables. Parce que quand tu compares Dubaï à des grandes capitales, que ce soit Paris, c'est 2 fois les prix de Dubaï, Londres 2 fois et demi, les capitales asiatiques, tu rentres dans des multiplicateurs, c'est assez dingue. Donc en fait, tu as des prix déjà qui sont encore tout à fait raisonnables. Par contre, de l'autre côté, au vu du dynamisme de la ville, de l'attractivité, je ne parle pas seulement de l'attractivité touristique, de l'attractivité également résidentielle, on se l'a mentionné un petit peu plus tôt, il y a eu en l'espace de 7 ans 40% 40% d'augmentation de la population résidentielle. En fait, ici, se loger, ça coûte quand même cher. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand tu as le choix de pouvoir acheter, il faut acheter tout de suite. Mais par contre, du côté investisseur, qu'est-ce que ça fait? Des prix à l'achat qui sont encore tout à fait raisonnables, des prix de location assez élevés. Du côté investisseur, ça va faire des rendements locatifs élevés. Donc, pour répondre à ta question, évidemment, il faut distinguer quand même 3 types de location, que ce soit long terme, moyen terme, court terme. Pour résumer, long terme à l'année, moyen terme c'est au mois, l'équivalent un peu des beaux mobilités qu'on peut connaître en France, et court terme c'est Airbnb. En long terme à l'année, tu vas être sur du 6 à 8%. Moyen Des fois terme, plus. tu vas être Des fois plus. Il peut y avoir Je des parle- bonnes je parle- surprises. Encore une fois, je Ouais. préfère. Peut y avoir des bonnes surprises également, évidemment. Je préfère rester sur des chiffres assez conservateurs. En moyen terme, tu vas être sur du 8 à 10. Et puis, je te dirais que le court terme, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que, tu sais, comme tu le sais, à Paris, par exemple, sur d'autres villes très attractives, à partir du moment où tu rentres dans ce panier de villes super attractives, super touristiques, les réglementations locales, elles te coupent complètement l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, tu peux. Si tu fais un investissement immobilier en vue de faire de la location en meublé, tu peux le louer 3 mois dans l'année. Ça n'a aucun sens. Ici à Dubaï, c'est tout à fait régulé, mais c'est encouragé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes un bien à Dubaï, tu peux en faire ce que tu veux, le louer comme tu veux, tu peux louer 365 jours dans l'année comme tu le souhaites. Donc là, évidemment, tu vas être sur du 10 et plus, quoi. Ça, c'est le premier, je te dirais que c'est le premier gros avantage, évidemment, c'est que tu as quand même, pour cette typologie de ville très attractive, etc., tu as quand même des rendements locatifs qui sont très intéressants. Pourquoi tout le monde ne fait pas court terme? Pourquoi il y a des gens qui font long Ah, terme? parce que j'ai envie de te dire, Il y a la saisonnalité de Dubaï. les gens n'ont pas envie de. Il y a beaucoup de gens, déjà, pour du long terme, 6 à 8%, c'est déjà très intéressant. À Paris, pour donner un ordre d'idée, à Paris, c'est sur du 4, 3 avant les impôts. Donc à la fin, il ne te reste pas grand-chose dans la poche. 6 à 8 sur du long terme, net, parce que tu n'as pas d'impôt dessus, c'est très intéressant. Donc je dirais que tu en as qui ne veulent pas vraiment se prendre la tête, sachant que, comme Benjamin l'a dit, sur le court terme, tu vas subir un peu les saisonnalités, malgré que les saisonnalités soient de moins en moins prononcées à Dubaï, parce que avant, à Dubaï, pendant les 3-4 mois d'été, tu avais 10% d'occupation, 15%, enfin les gens partaient tous. Là, aujourd'hui, sur cette année, je crois qu'on se rapproche beaucoup plus des 50%. Non, même Donc, plus. Même plus. Mais on avait discuté avec quelqu'un qui travaillait chez Accor, qui nous avait dit que le taux de remplissage des hôtels pendant la saison estivale était à 75%. Wow. Ouais, donc en fait, on se dirige même bientôt l'été, ça sera plus. Après aussi, les infrastructures sont faites que tu ressens pas non plus. Bon, tu vas pas sur la plage en plein mois d'août, voilà. Mais ouais, je pense que les gens n'ont pas envie de vraiment s'embêter avec les saisonnalités. Donc c'est aussi simple que ça. Sur du long terme, au moins, tu te fais payer en 2 ou 3 chèques. Tu ne te fais pas payer mensuellement. Ça, c'est aussi un des gros avantages à Dubaï, c'est que quand ton locataire veut te payer l'année, il doit te payer en 2-3 chèques. Oui, ou même une fois. Ouais, Ou même une fois si tu veux. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et l'accès au leverage bancaire ici? Alors, si tu veux. Devient de plus en plus commun. Historiquement, comme on est dans un pays musulman, tout ce qui était intérêt, etc., c'était pas possible. Mais du coup, ça devient de plus en plus commun. Alors, je dirais que c'est plus facile Alors, on peut obtenir des prêts bancaires quand on est non résident. D'accord? La manière dont ça fonctionne, donc déjà, quand on achète sur plan,
les banques ne financent pas la partie qui est pendant la construction, mais peuvent financer la dernière échéance au moment de la livraison. Ça, c'est assez D'accord. nouveau. Hein. Et ça, c'est la même chose qu'on soit résident ou non résident. La Quand- dernière échéance, c'est le général de 30%. Ça peut être 30, jusqu'à 50, jusqu'à 60, 70, ça dépend du plan de paiement. Ça dépend du plan de paiement. Mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Après, en termes de levier, ce qu'on peut espérer quand on est résident, c'est qu'on peut faire 20% d'apport et obtenir 80% de financement. Alors que quand on est non résident, c'est plus 50, maximum 60%. Mais c'est quand même assez dingue que ça soit accessible à des étrangers. Mm. Tu as accès aux banques même sans être. Ouais. Donc là, en tant que résident, si tu as genre 2-3 ans d'historique ici, Même Même moins. moins, Même même moins. moins. 4 6 mois, 6 mois. 5, même 4-5 mois. 4-5 mois, c'est suffisant Quand d'accord. on est salarié. quand on est Ouais. salarié. Tu peux mettre. Quand tu as déjà acheté un appart à 100%, ici, tu peux le refinancer ton appart? Tu peux le refinancer pour racheter de l'immobilier derrière, directement. Et ce qui se passe dans le cas général, c'est que la banque te finance jusqu'à 50%. De l'hypothèque, c'est Ouais, 50%. c'est ça. Bon, Ouais, après, donc ça veut dire que tu as un appart, tu peux prendre 50%, en acheter 3, quoi. après, Enfin, Tout le monde- 2,5. après, tout le monde n'a pas accès aux banques ou n'a pas forcément suffisamment de capital pour. Mm. Et c'est aussi pour ça que le marché primaire, qui est ici, et ça je te dirais que c'est vraiment le deuxième gros avantage à Dubaï, c'est que tu as un marché primaire prédominant. Et après, C'est-à-dire ouais, vas-y, pardon. c'est que tu as un marché primaire prédominant. Donc, marché primaire, pour rappel, c'est tout ce qui est nouveau développement, vente sur plan, etc. Neuf. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de montrer un dossier, etc. C'est pour ça que les plans de paiement ont été un vrai pilier de développement du marché à Mais Dubaï. ils sont de moins en moins généreux, les plans de paiement, non? Moi, je te dirais que c'est assez. Alors, je te dirais que Oui, c'est parce assez. qu'il y en a beaucoup moins qui vont après la remise des clés, Post etc. handover payment plan, ouais. Ce qui vont au-dessus de la livraison. Mais les promoteurs Au-delà de- qualitatifs, d'habitude, les plans de paiement sont quand même assez stricts. Après, je dirais par exemple Emar, qui sont connus pour avoir un peu les plans de paiement les plus stricts, tu vas être sur du 80-20. Donc c'est-à-dire 80% pendant la période de construction et 20% à la remise des clés. Néanmoins, au final, en fait, c'est assez homogène parce qu'en fait, tu as des échéances qui sont assez régulières, de montants réguliers. Tu vois, Ouais, et puis Emar, d'habitude, le temps de construction, c'est à peu près 4 ans, donc c'est lissé sur 4 ans, donc Ouais. à peu près 20% par an et 20% à la livraison. Donc c'est ce que je disais, c'est que ça, c'est quand même un très gros avantage. C'est que même si tu n'as pas accès aux banques, même si tu n'as pas forcément une grosse trésorerie, tu peux quand même avoir accès à l'immobilier grâce au plan de paiement offert par les promoteurs immobiliers. Tu vois. Et quand tu fais, on va dire, les bons choix, et ça encore une fois, c'est notre cœur de métier, tu peux franchement avoir des belles valorisations pendant la période de construction. De manière générale, ça, je te dirais que c'est un phénomène qui peut s'appliquer à pas mal de milieux, mais dans le cadre de l'immobilier, je pense que les gens sont prêts à payer plus d'argent pour quelque chose qu'ils peuvent toucher et voir, quelque chose de palpable. Et c'est vraiment ce qui se fait ressentir durant cette période de construction. C'est-à-dire que plus tu avances dans ton plan de paiement, d'accord, donc plus en fait tu avances dans les constructions, plus les gens voient que ça se passe, plus tu te rapproches de la période de livraison, plus les gens sont prêts à te payer d'argent pour. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu fais les bons choix, tu mises sur le bon projet, encore une fois, c'est notre cœur de métier, tu peux espérer, sans prendre en compte vraiment les cas exceptionnels, autant positifs que négatifs, je te dirais que tu peux espérer 7 à 10% de valorisation intrinsèque par an pendant cette période de construction. Donc ça, je te dirais que c'est quand même un gros avantage de Dubaï, parce que ça, tu n'as pas ça en Europe. Ouais, donc juste pour revenir au point sur le financement, la statistique qui est quand même importante à noter, c'est que 80% des acheteurs ici payent cash et que 20% des transactions à Dubaï sont avec du leverage bancaire. Putain. Je pense que c'est l'heure où je dois aller acheter un appart. Bon, merci les amis. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de discuter comme ça. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui peuvent être intéressés, je crois qu'on avait fait un petit peu la même chose, le même concept la dernière On fois. va mettre un petit lien en... Ouais, Tout à fait, on serait ravis d'offrir une consultation gratuite à on va mettre personnes. en début de vidéo, on va mettre une petite vidéo qui le dit. Ouais, ok. Que les gens n'attendent pas. Si vous êtes toujours là, il y a un petit lien, mais on vous le dira. On vous le dira en début de vidéo. Avec grand plaisir pour offrir une consultation gratuite, parler d'immobilier, même juste avant un café dans nos bureaux, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'être à Dubaï. Et puis voilà. Trop bien. Merci. Merci à toi.